Bonsoir à tous et bienvenue en Enfer. C'est en effet une plongée dans l'enfer de Matignon que France 5 vous propose ce soir. Depuis 1958 et l'instauration de la Ve République, 18 hommes et une femme ont occupé ce poste convoité et surexposé de Premier ministre. Le job le plus dur de la République, selon Dominique de Villepin. Il faut vraiment une âme de martyr pour jouer un rôle pareil, surenchérit Édouard Balladur, qui ajoute, moyennant quoi, je n'ai jamais entendu dire que qui que ce soit ait refusé de l'être. C'est ce paradoxe apparent, c'est ce choc du pouvoir aussi que Raphaël Baquet et Philippe Colly vont nous faire vivre dans une série documentaire de 4 films de 52 minutes qui seront diffusés chaque lundi à partir de la semaine prochaine sur France 5. 4 documents pour l'histoire et pour lesquels ils ont recueilli les témoignages de 12 premiers ministres, de Pierre Messmer à François Fillon. C'est tout simplement pour mettre en valeur ces films exceptionnels, pour vous donner envie de les voir, que nous sommes ensemble ce soir. Philippe Colly et Raphaël Baquet ont donc sélectionné plusieurs extraits. Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, et Jacques Delors, l'ancien ministre de l'économie, des finances et du budget, qui fut aussi président de la Commission européenne, seront ce soir nos grands témoins. Avec eux et avec d'anciens directeurs de cabinet, professeurs de droit ou spécialistes de la communication, nous revivrons l'histoire racontée par ceux qui la font. L'impact sur la santé et la vie de famille, la relation parfois cruelle avec le président de la République, l'équilibre des pouvoirs, les pièges de sa propre majorité, la gestion impossible du temps. Nous aborderons tous ces thèmes ce soir. On commence tout de suite par un extrait du premier film intitulé « L'antichambre », chapitre domicile, car la première question que se pose tout nouveau locataire de Matignon est la suivante: vais-je m'installer ici avec ma famille? Ils répondent. Vivre à l'hôtel Matignon, comme Michel Rocard, ou ne pas y vivre? Préférer rester chez soi, en partir chaque matin, s'y retrouver chaque soir, y prendre du recul. La question se complique de celle de la famille, qui parfois s'agrandit quand on est Premier ministre. À chacun sa solution. Nous avions un appartement à Paris qu'on avait gardé, qui était donc un appartement en location, qui était loué, qui était vide, parce que quand vous entrez à Matignon, vous ne savez pas quand vous sortez. Donc nous avions gardé cet appartement, mais nous étions venus nous installer à Matignon, parce que Matignon est une cabine de pilotage avec tous les leviers de l'action. Et dormir à côté de cette action, c'est un élément très, très rassurant. Moi, par exemple, je n'ai jamais habité dans un palais officiel. D'abord, je pensais vis-à-vis de mes enfants que ce n'était pas un service à leur rendre, parce que dans la mesure où il est probable qu'ils n'auraient pas vécu toute leur vie là-dedans. Et puis, pour vous-même. D'ailleurs, j'avais décidé de continuer à habiter chez moi. D'ailleurs, quand j'étais aux finances aussi, j'avais toujours habité chez moi, parce que je trouve que c'est une coupure qui est très importante. Ça permet de prendre un peu de recul, de voir la vie différemment, de ne pas habiter à son bureau, si j'ose dire. Et en général, je quittais mon bureau vers 7h30, 8h du soir, sauf quand il y avait une obligation impérieuse, comme il en existe parfois dans ce type d'existence. Il voulait être chez lui pour regarder le journal de 20h. J'ai longtemps essayé d'en faire mon modèle. C'est quand même très difficile. Et je pense que Édouard Balladur ne le faisait que parce qu'il y avait derrière des gens qui assumaient peut-être cette espèce de permanence opérationnelle. Nous sommes restés à la maison avec ma femme presque 2 ans. Et puis nous nous sommes rendus compte que ça rendait notre vie ensemble plus difficile. Parce que je rentrais le soir, mais je devais repartir et aller travailler jusqu'à 11h ou plus. Et nous nous sommes rendus compte qu'il était mieux d'être installé à Matignon, c'est-à-dire à 20 mètres de mon bureau.
Oui, il y a des premiers ministres qui s'installent sur place pour diverses raisons. Soit peut-être ils n'ont pas d'appartement à Paris. J'ai du mal à le croire, mais enfin bon. Où ils trouvent que c'est particulièrement flatteur d'être installé dans ces appartements qui, encore une fois, sont horribles. Et d'autant que s'il y a une urgence, on peut être appelé. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'être appelé de nuit à l'Assemblée nationale. Eh ben, on y va en 10 minutes. C'est pas un problème. Je vois pas pourquoi cette histoire d'habiter Matignon pourrait être considérée comme quelque chose d'enviable ou de prestigieux ou de souhaitable. Parce que c'est une commodité absolument évidente. Quand je vais terminer mon travail le soir à minuit, j'ouvrais la porte et j'étais dans ma chambre à coucher. S'il avait fallu rentrer chez moi, c'était forcément une demi-heure de plus, même si j'habitais pas très loin. Et pareil le matin, donc c'est vraiment une commodité. Puis en plus, ça me permettait quand même, et je crois que c'était ça la raison essentielle finalement, d'avoir ma famille pas trop loin. Quand j'ai su que M. Juppé avait décidé d'y vivre pour mettre fin à quelques scandales liés à la manière, peut-être d'ailleurs discutable, dont il s'était logé avant, moi je savais qu'il saurait pas où mettre ses gosses et que c'était un drame. Je sais pas comment il l'a vécu. De temps en temps, il m'arrivait, entre 7h30 et 8h, avant un dîner, de pouvoir dégager un quart d'heure pour aller embrasser mes enfants, parce qu'ils étaient à côté. Ils auraient été dans un quartier de Paris, même proche de Matignon, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc c'était aussi le moyen de garder un peu de vie familiale. J'avais une fille qui venait de naître. Je crois que je suis, avec Félix Gaillard, peut-être, le seul Premier ministre qui ait vu un de ses enfants naître à Matignon. Donc Clara est née en octobre 1995 et elle a vécu ces 2 premières années-là, et donc je pouvais aller l'embrasser de temps en temps. Vous savez, dès que les grandes portes se ferment, alors c'est Matignon village, hein, et c'est même Matignon hameau, quoi. Tout le monde est parti. On est là, vraiment. On peut se promener dans le parc. On peut. Non, c'est un hameau très très agréable qui donne le sentiment d'ailleurs d'être refermé sur lui-même, quoi. Et les co-auteurs de cette série documentaire exceptionnelle qui sera diffusée, je vous le rappelle, à partir de lundi prochain et tous les lundis sur l'antenne de France 5 à 20h35 seront à mes côtés évidemment pendant toute cette soirée. Raphaël Baquet, journaliste au Monde, le réalisateur Philippe Colly, bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Ce qui est intéressant dans ce premier extrait, on sent évidemment déjà la force du film, mais aussi ce côté forum. C'est un forum où les premiers ministres se répondent, prennent le spectateur à témoin. Je disais tout à l'heure, 12 premiers ministres, on va tous les citer quand même. François Fillon, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, Lionel Jospin, Alain Juppé, Édouard Balladur, Édith Cresson, Michel Rocard, Laurent Fabius, Pierre Mauroy, Raymond Barre et Pierre Messmer. Tous ont donc accepté de vous répondre. Raphaël Baquet, je commence avec vous. Vous en avez fait un livre aussi, L'Enfer de Matignon, publié chez Albin Michel avec l'intégralité de leurs témoignages. Quelle impression générale, pour commencer, vous retirez de ces témoignages ? À vrai dire, ce n'est pas un documentaire sur Matignon, c'est vraiment une enquête et un recueil de témoignages sur le choc du pouvoir, avec, on le voit, de grands acteurs, non seulement parce qu'ils ont été au pouvoir et dans l'action, mais parce qu'ils ont aussi une capacité à restituer cette expérience exceptionnelle dont aucun n'est sorti indemne et parfois dont ils sont sortis extrêmement meurtris. Et c'est ça qui nous a paru vraiment intéressant. Ça en dit long aussi sur la société française et la société politique française, avec ses archaïsmes, ses lourdeurs, et le fait au fond que même si les institutions sont très importantes, ce sont les hommes qui les façonnent avant toute chose. Philippe, vous leur avez montré ces films, il y a eu des premières projections. Comment les premiers ministres et le public perçoivent ce film ? Les premiers ministres, pas mal du tout. Ils sont plutôt contents. Je pense, ils ont été bien traités. Chose très importante, c'est que aucun n'a souhaité voir le film après le montage et contrôler ses propos. Alors là, je leur tire mon chapeau.
c'est extrêmement fair-play, et donc on a une liberté de parole dans ce film qui est sans doute assez rare. Raphaël, ils ont été difficiles à convaincre. Je me souviens d'une scène qu'on a vécue ensemble après une émission politique qu'on présentait sur France Inter et iTélé avec Stéphane Paoli. Dominique de Villepin était notre invité. Et pendant qu'il se démaquillait, vous cherchiez à le convaincre. Pourquoi il a hésité? Ça a été peut-être celui qui a le plus hésité? C'est même le seul qui a vraiment hésité, car tous les autres ont dit oui, et hormis quelques problèmes d'agenda, notamment avec François Fillon, c'était très compliqué évidemment, ça s'est passé de façon très aisée. Mais Dominique de Villepin, évidemment, était dans une situation particulière, c'est-à-dire qu'il avait dit oui lorsqu'il était à Matignon, et lorsque nous avons voulu l'interroger après, il était dans cette espèce de dépression qui suit le départ du pouvoir, et que presque tous ont connu. Que Pierre Mauroy raconte très bien, notamment dans le film. Pierre Mauroy raconte très bien, mais aussi Raymond Barre, Édith Cresson, bref... Tous ont vécu ce moment très difficile où le téléphone ne sonne plus, où ceux qui vous courtisaient ont disparu, où on n'est plus pris en charge non plus, et où finalement on n'a plus la capacité d'action. Et on n'est même plus écouté. Et donc Dominique de Villepin était effectivement dans cette période et il a fallu le convaincre. Et vous avez réussi ça a été très compliqué et on a réussi. Et ça a été le dernier qu'on a enregistré. Tous les deux. Un mot rapide avant d'accueillir nos grands témoins. Philippe Colly, pourquoi pas Jacques Chirac dans ces films? Parce que Jacques Chirac n'est plus un Premier ministre. Il a été élu en président en 1995, il était 12 ans président, donc il a... pour lui-même le statut d'un président, et dans l'opinion, pour les Français, il est un président. Donc lui remettre le costume d'un Premier ministre, moi je souhaitais qu'il y ait vraiment une pureté, une homogénéité de parole, que des Premiers ministres et des Premiers ministres réels. Je pense que ça aurait été factice, et ça aurait compromis l'homogénéité de parole, l'homogénéité de l'ensemble. C'est la vraie raison. Alors, comme promis, on accueille maintenant Jacques Delors et Jean-Louis Debré. Ils vont nous accompagner pendant toute cette soirée, toute cette émission spéciale consacrée à l'enfer de Matignon. Ils n'ont pas été Premier ministre, certes, mais ils ont tous les deux occupé des ministères régaliens. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ancien ministre de l'économie, des finances et du budget, ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, bonsoir, merci d'être là. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, ancien ministre de l'Intérieur. Quand je vous ai appelé l'un et l'autre, c'est drôle, vous avez réagi de la même façon. Ça ne vous a pas échappé, monsieur Hugues, que je n'ai pas été Premier ministre. Ça ne nous avait pas échappé, effectivement. Mais ça me permet de commencer par une question simple. Est-ce que vous le regrettez, tiens, de ne jamais avoir été Premier ministre? Jacques Delors. En 1983, le président de la République me l'a proposé. Après la fameuse question, fallait-il rester dans le système monétaire ou en sortir? Fallait-il pratiquer la fuite en avant ou la rigueur? Et je lui ai demandé d'avoir avec le poste de Premier ministre la politique monétaire dans cette période très chahutée. Et il a refusé. Et donc nous n'avons pas fait affaire. Donc c'est pas vous qui l'avez refusé? Non, mais pas loin. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui a dit qu'une... Et ensuite, si vous lisez les livres d'histoire qui lui ont été consacrés, vous verrez qu'il dit, parce que ça, c'est une phrase qui rejoint votre sujet, il a dit « Je ne pouvais pas donner à Delors tant de pouvoir ». Moi, vous le le président regrettez? de la République. Comment? Vous le regrettez? Non, je ne regrette pas, parce que si j'avais été Premier ministre, je n'aurais pas été à la Commission européenne. Jean-Louis Debré, même question. Est-ce un regret? Non, il y en avait déjà eu un dans la famille. C'est pas la peine qu'il y en ait deux. D'accord. Et vous n'aviez pas envie de suivre les pas, effectivement, de votre père, qui a été l'un des concepteurs, l'un des rédacteurs de la Constitution? On ne conçoit la Constitution qu'une fois. Donc je ne pouvais pas avoir ce même rôle. Vous en êtes un défenseur aujourd'hui? Oui, tout à fait. Et en second lieu, j'ai suivi les traces de mon père en faisant de la politique, mais il faut aussi se démarquer un tout petit peu, et donc ne pas avoir les mêmes fonctions. J'ai été ministre de l'Intérieur, il ne l'a pas été. J'ai été président de l'Assemblée nationale, il ne l'a pas été. J'ai été président du Conseil constitutionnel, il ne l'a pas voulu l'être. Et par conséquent, je suis fidèle à mon père, fidèle à ses idées. J'ai adhéré parfaitement à son combat. Mais laissez-moi une petite différence. Cette série documentaire, Raphaël et Philippe l'ont intitulée L'enfer de Matignon. Votre père voulait-il créer un enfer avec cette diarchie au sommet de l'État, ce poste de Premier ministre à côté du président? Si c'était un enfer, les hommes politiques ne voudraient pas aller à Matignon. Et pour ceux qui ont été Premier ministre, leur rêve ne serait pas de revenir à Matignon. Donc je ne crois pas que ce soit un enfer. Que ça soit une période difficile, que ça soit une période exaltante, que ça soit une période, lorsqu'on la quitte, on est en plein désarroi, certainement.
Mais tout homme politique rêve de ce pouvoir, de ces fonctions. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, les rapports entre le président de la République et le Premier ministre. Les rapports entre le Premier ministre et sa majorité sont fonction des hommes et des circonstances. Je me souviens de mon père. Mon père, lorsqu'il est devenu le premier Premier ministre du général de Gaulle, c'était pour lui une telle joie de voir enfin le combat de sa vie, le combat qu'il avait mené pendant la 4e République, pour de nouvelles institutions, pour le retour au pouvoir du général de Gaulle. Il était tellement heureux que ça arrive que je n'ai pas eu le sentiment que pour lui, pendant toute cette période extrêmement difficile de mise en place des institutions, de l'affaire algérienne, des difficultés avec le monde agricole sur les réformes qui ont été menées, je n'ai pas le sentiment que c'était pour lui un enfer. Il travaillait beaucoup, nous le voyions peu, mais c'est fantastique pour un enfant de voir son père heureux. J'ai une question un peu anecdotique. Je suis désolé, mais vous avez vécu à Matignon quand votre père était Premier ministre ? Pas vécu une partie. Simplement, c'est à un moment, lorsqu'il y a eu quelques attentats au OAS, on nous a rapatriés pour des raisons de sécurité sur Matignon. Mais je peux vous dire que nous n'étions pas du tout heureux. Mais l'ambiance était très différente d'aujourd'hui. Mon père n'a jamais médiatisé ses enfants. Nous n'avions pas le droit de prendre le grand escalier de Matignon. Nous n'avions pas le droit de prendre les chauffeurs de Matignon. Et je me souviens, le Canard enchaîné avait dit un jour, le fils de Bray va au lycée à voiture avec chauffeur. J'y allais en Solex et j'ai foutu une cocarde sur mon Solex parce que ça m'énervait. Mais sur le désarroi, j'ai une image qui m'aura toujours marqué. Un jour, j'arrive à la maison. C'était en début 59. Il y avait des fleurs, des bonbons, des chocolats. Le téléphone sonnait. Je vais voir ma mère et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ton père est Premier ministre. Quelque temps plus tard, 2 ans et demi plus tard, je résume, j'arrive à la maison, plus de bonbons, plus de chocolat, plus de coups de téléphone. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Ton père n'est plus rien. Et c'est ça le désarroi, ou la détresse qu'on peut éprouver, non seulement parce qu'on a quitté le pouvoir, mais en plus parce que tous ceux qui se tournent autour du pouvoir, tous ces courtisans, tous ces collaborateurs, tout d'un coup regardent ailleurs. Jacques Delors, même question sur le titre de cette série documentaire et de cette émission spéciale, L'Enfer de Matignon. Vous avez évidemment travaillé à Matignon au sein du cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Voilà. Ensuite, vous avez côtoyé des premiers ministres. Est-ce que vous l'avez ressenti, cet enfer de Matignon ? Je pense que c'est un très beau métier, très difficile sous la Ve République, on y reviendra. Mais c'est quand même un enfer parce que vous êtes sollicité constamment. Un décès, un attentat, un accident, un pépin dans l'Union européenne, vous êtes constamment sollicité. Vous devez arrêter votre travail, votre réflexion, vos entretiens pour faire autre chose. Et puis, il y a la difficulté des rapports, non seulement avec le président de la République, mais avec son entourage. Ça existait déjà du temps de Jacques Chaban-Delmas. Alors ça, on aura effectivement l'occasion d'y revenir. Oui, Raphaël. Le titre n'est pas de nous, il est de Michel Rocard. À vrai dire, ce mot-là, d'enfer, est revenu dans la bouche de la plupart des premiers ministres que nous avons interrogés, et c'est pour cela que nous l'avons. C'est celui qui synthétisait le mieux, finalement, les témoignages. Vous les avez interrogés, mais est-ce que vous leur avez posé la question de savoir si, ayant quitté Matignon, leur rêve n'était pas d'y retourner ? Je crois qu'ils espèrent toujours faire mieux que leurs prédécesseurs et ils espèrent toujours que ce sera un tremplin pour plus tard. Et la plupart d'entre eux ont échoué dans cette tentative. C'est ça qui est intéressant. Et je crois qu'Alain Juppé a répondu à cette question lors de la projection d'un des films à Bordeaux. C'était Philippe Villamidjana, le directeur de l'antenne de France 5, qui lui posait « Est-ce que vous seriez prêt à y retourner ?» Il a été honnête, comme il l'est dans la totalité du film. Il a répondu « Oui ». Alors, on va... La grande tristesse de mon père... Oui. Après les événements de 68, il est revenu au gouvernement comme ministre de l'économie et des finances et il considérait que sa place, c'était Matignon. Et il n'a pas compris que
alors qu'il pensait qu'il fallait faire des réformes, que l'on prenne Couve de Murville à ce poste-là. Son obsession, c'était cela. À partir du moment où vous faites de la politique, que vous croyez à vos idées, que vous voulez imposer votre conception de la société, vous voulez arriver au poste où vous pouvez être concret. Et ça pose la question de la durée. Un Premier ministre est fait pour durer et endurer, disait le général de Gaulle. Ça nous amène à la question du temps. C'est dans le deuxième film intitulé Le Bureau. On peut rappeler les titres l'antichambre, le bureau, les couloirs, le vestibule. Et chacun des films est divisé en chapitres. Donc Le Bureau, chapitre réforme. Celui-là sera diffusé le 27 octobre à 20h35. Le temps. On est aussi à Matignon pris en permanence par le sentiment de l'urgence. Tout va tellement vite, la pression est tellement forte. Alors tout va très vite et en même temps tout va très lentement, parce qu'à partir du moment, ça va vite dans le pays, ça va vite dans les médias, ça va vite dans l'image que les Français se font de vous, mais en même temps, la réactivité de l'administration, des services, du Parlement, des groupes parlementaires est très lente entre le moment où vous lancez une réforme et un moment où on peut en sortir les textes d'application et commencer à les appliquer sur le terrain. Il faut 1 an ou 2 ans. À l'approche de Noël, le projet de loi sur la décentralisation est établi. Pour Jean-Pierre Raffarin s'ouvre un autre marathon, celui de la discussion au Sénat. La séance est ouverte. La parole est à monsieur Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je voudrais simplement vous dire que nous avons 150 jours pour réussir cette démarche. Pourquoi vous prônez le référendum dans les collectivités locales et pas sur le problème de la décentralisation? Chère madame, bien sûr. Participez au débat, nous tiendrons compte de ce que vous dites. Mais on continuera. Chaque soir amène sa fournée d'amendements. Des centaines d'amendements, instruments de la démocratie, qui sont discutés un par un, ligne par ligne, mot par mot. La rédaction du 10 rectifié de M. Garec, pour être tout à fait clair, nous pose un problème. Celui du cependant. Néanmoins, nous avons donné notre accord à condition qu'on ajoute avec leur accord. Mon groupe souhaiterait plutôt la suppression du 2e alinéa de l'article 72. On a le sentiment que demain, on pourra tout faire sans que personne puisse rien nous dire. Donc je trouve que cet article est très mal, monsieur le ministre, très imprécisé. La vérité, c'est que le temps de l'administration n'est pas le temps de Matignon. Et le temps des médias n'est pas non plus le temps de la politique. Et Matignon est dans l'urgence, Matignon est dans le souci du résultat. Quand vous souhaitez répondre immédiatement à une crise, eh bien, vous souhaitez que les crédits soient débloqués rapidement, que les associations puissent avoir, comme vous l'avez décidé, dans les heures qui ont suivi, vous avez souhaité que ces associations puissent recevoir les subventions qui ont été promises. Vous avez souhaité que les modifications qui sont prévues dans les dispositifs scolaires, l'accompagnement des jeunes, tout cela puisse être mis en place rapidement. Tout cela demande du temps. Plus de temps qu'il n'en faudrait pour que l'action politique garde toute sa fraîcheur et toute sa crédibilité. Il y a un autre domaine où le temps politique du gouvernement ne correspond pas au temps social. C'est dans le domaine de la vie syndicale. Moi, j'ai reçu, semaine après semaine, mois après mois, tous les leaders syndicaux. Et j'ai mesuré que le temps de leur action était au minimum celui de 2 années, 3 années. Là où mon action, c'était 6 mois. Là où il fallait prendre une décision et 6 mois plus tard avoir les premiers résultats. Leur rythme n'est pas le mien. Leur rythme de travail n'est pas le même. Leur rythme de préoccupation n'est pas le même. Donc, on travaille de ce point de vue-là de façon très seule. C'est beaucoup plus l'isolement lié au temps, lié à la crise. Vous êtes confronté à la nécessité de faire face à demain. Les attentes sont des attentes qui sont devant vous, dans votre assiette, et il faut les gérer. Et c'est vrai aussi dans le temps parlementaire. Le temps parlementaire est long. Il faut plusieurs semaines, souvent, pour examiner un texte. Il faut respecter toutes sortes de procédures. Il y a toutes sortes de questions que l'on vous pose, d'amendements qui, à bien des égards, paraissent stériles, mais qui intéressent bien évidemment leurs auteurs. Donc, nous sommes dans une bataille des temps où vous avez très vite le sentiment d'être isolé par l'urgence de vos préoccupations. J'ai entendu dire que la commission des lois aurait retiré un certain nombre de ses amendements.
Est-ce qu'ils seront quand même appelés tout à l'heure pour mentionner qu'ils sont retirés, ou est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont morts? Ils sont morts. Alors je les reprends tous. Monsieur Charras, il est indiqué qu'ils ne peuvent être repris que s'ils sont défendus. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas les reprendre. On ne fait pas passer une loi importante sans consulter le Conseil d'État, ça prend du temps. Donc c'est pas lenteur, c'est simplement le fait que par rapport à l'esprit de n'importe quel citoyen de base, ça va toujours beaucoup plus lentement que ce qu'on pense. Ce qui veut dire que dès que vous arrivez à Matignon et que vous avez envie de faire des choses précises ou déterminées, vous avez besoin de temps. Un des drames de cette fonction-là, c'est qu'elle est ad nutum et qu'on ne sait pas quand on part. Or, vous vous dites, j'ai une espérance de vie, moi, mon espérance de vie politique, s'il n'y avait pas eu la dissolution, c'était 3 ans. J'espérais bien gagner les élections de 98, mais c'était ça. Et donc, quand on a 3 ans et qu'on se dit que pour mener à bien n'importe quelle réforme, il en faut au moins 1 an et demi ou 2, on veut toutes les engager le plus vite possible. Le temps de l'administration n'est pas celui de Matignon. C'est Dominique de Villepin qui dit cela. Jacques Delors, vous avez été ministre de l'économie, du budget, des finances. On dit souvent que les fonctionnaires de Bercy ont une capacité à freiner des réformes dont ils ne veulent pas. Est-ce que vous avez expérimenté ce hiatus entre le temps du politique et celui de l'administration? Oui, je l'ai expérimenté, mais je suis en désaccord avec M. de Villepin. Si l'on doit être au temps des sondages et des médias et tout ramener à ça, on n'y arrive pas. Actuellement, l'administration est négligée de ce point de vue. L'administration, elle a son temps, on peut la bousculer. Il suffit d'avoir dans son bureau et de convoquer les chefs de service et les directeurs et on les met au pied du mur. Ils ne peuvent pas retourner en disant dans 2 jours, je vous ferai une note. Ça, c'est possible. Mais actuellement, il faut, bien entendu, revenir au rôle de l'administration. Il y a des cabinets trop nombreux, 50 à 60 chez certains, et l'administration est négligée. Et donc, elle travaille moins bien. Et le temps de l'administration, c'est bien entendu pas le temps de l'exigence politique, d'accord. Mais l'administration doit être respectée et quand elle travaille bien, elle permet au Premier ministre comme aux autres ministres de présenter des projets meilleurs. Vous savez, la 4e République avait beaucoup de défauts, elle a été instable, mais sa haute administration a permis quand même à la France, pendant ces années-là, de sortir de la guerre, de se reconstruire et autres. Donc je fais attention, la vie va très vite. On parlera du septennat peut-être ou du quinquennat. La vie va très vite. Mais attention, ce n'est pas une raison pour se précipiter à la course des événements et des sondages. Il faut redonner à l'administration la capacité de faire, son enthousiasme, son sens du service public. Mais le fait de ne pas savoir pour combien de temps on est là, le Premier ministre, mais aussi pour les ministres, ça n'incite pas à travailler dans l'urgence, à aller trop vite peut-être? Mais écoutez, moi, partout où j'ai travaillé, il y avait toujours un secrétaire d'État ou à la commission, un membre de la commission qui voulait faire un projet qui porterait son nom pour mettre sur sa tombe. Il y en a assez de ça. Le rôle du Premier ministre, c'est de choisir et de faire ce qui est possible de faire. Par exemple, on ne fait pas un aménagement de la décentralisation en 18 mois. On ne peut pas faire ça. Il y a les habitudes des gens, les valeurs qu'ils ont, les coutumes, l'explication. Expliquer, écouter, c'est ça le plus important. Jean-Louis Debré, vous êtes d'accord? C'est un allié, c'est un ennemi, le temps? D'abord, les différents premiers ministres sont impatients. Ils oublient d'ailleurs, pour ceux qui ont été parlementaires, le rôle qu'ils ont joué lorsqu'ils étaient au Parlement pour faire examiner les textes. Première remarque. Deuxième remarque, nous avons aujourd'hui des cabinets ministériels qui sont des lenteurs et qui ajoutent de la lenteur. Troisièmement, c'est un problème de comment... Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, il y avait eu un engagement pour avoir des cabinets plus restreints avec Nicolas Sarkozy. C'est une promesse qu'on fait à chaque fois. Regardez comment en Angleterre ça se passe. Le ministre ou le Premier ministre est en liaison directe avec ses directeurs. Et quand le directeur d'une administration a le sentiment de pouvoir voir le ministre tous les jours, il comprend qu'il y a des impératifs de rapidité. Troisièmement, c'est une affaire de commandement. Il y a des ministres ou des premiers ministres qui ne sont pas des chefs et qui n'arrivent pas à trancher le rôle d'un Premier ministre. J'ai vu fonctionner mon père, j'ai été au cabinet de Jacques Chirac lorsqu'il était Premier ministre. On tranche. On n'est pas là pour refaire encore des notes, hésiter. On tranche. Et quand l'administration, c'est la même chose pour un ministre, a le sentiment que le patron a tranché, l'administration, elle suit. Là, le fait de ne pas avoir
la certitude de combien de temps on va durer est une bonne chose, car ça permet justement d'éviter ce qu'on connaît par ailleurs, c'est-à-dire dans les mois qui précèdent le départ, eh bien tout s'arrête. Donc pour résumer, oui, les premiers ministres sont impatients parce qu'ils sont en prise directe avec l'opinion publique. Mais l'administration, elle a son temps, le politique a son temps. Posez-vous une question. Pourquoi aujourd'hui on se souvient des grandes lois de la Troisième République? Parce que c'était des lois politiques qui affirmaient des principes. Aujourd'hui, on fait des lois qui ont 200 articles. L'examen de ces 200 articles on les fait aussi souvent sous le coup de l'émotion. Est long. Un peu trop. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Premier ministre pourrait aller plus vite si, au lieu d'accepter des lois qui gèrent tous les cas particuliers, il revenait à l'essence de la loi, c'est-à-dire fixer le cap, et alors, après, c'est au règlement, au décret d'application, d'aller dans le sens fixé par la loi. Et à ce moment-là, le temps parlementaire serait un temps qui retrouverait le temps du gouvernement. Alors, toujours sur cette question du temps, Raphaël Baquet, en préparant l'émission, vous me disiez que dans ce dialogue, dans ces discussions avec les premiers ministres, vous aviez ressenti une certaine impréparation. Ils n'étaient peut-être pas suffisamment préparés quand ils sont arrivés à Matignon. Comment l'ont-ils exprimé? Ce qui frappe pour beaucoup d'entre eux, effectivement, certains d'entre eux se sont préparés depuis 2 ou 3 ans, comme Édouard Balladur, ou même François Fillon, qui sait 1 an avant qu'il va être Premier ministre. Mais pour beaucoup d'entre eux, effectivement, leur nomination est une surprise. Ou par superstition, ils n'ont pas voulu l'envisager. Et au fond, ils arrivent au pouvoir. Effectivement, ce sont des responsables politiques de haut niveau qui connaissent qu'on le cuire épais. Mais ils n'ont pas cette expérience-là. Et parfois même, ils n'ont même pas vraiment réfléchi à l'architecture de leur gouvernement. Et la nomination du gouvernement, telle qu'ils la racontent, est incroyable. On n'imagine pas du tout ça, évidemment. Il y a une part d'improvisation, tout ça se fait parfois comme ça, très rapidement, parce qu'il y a la pression de l'opinion publique ou la pression qu'ils se mettent eux-mêmes et qu'il faut nommer ce gouvernement dans les 48 heures, qui fait qu'effectivement les débuts de beaucoup de premiers ministres se font d'une façon un peu fouillie, inorganisée, et que c'est souvent ça qui compromet les départs. Jacques Delors, ça vous fait tiquer un petit peu? Oui, parce que dans cette description qu'ont fait certains premiers ministres, ils oublient un personnage important, c'est le président de la République. Oui. Et c'est le président de la République qui arrête la liste des ministres, en réalité. Donc il y a quelques problèmes, à chaque fois c'est le cas. Mais le Premier ministre n'est pas seul dans ce cas-là. Simplement, celui qui veut être Premier ministre doit, comme l'a dit Raphaël Baquet, réfléchir un peu, regarder. C'est passionnant de voir comment l'organisation des pouvoirs, comment fonctionne Matignon, les autres ministères, les rapports avec l'Élysée, tout ça. On ne peut pas devenir Premier ministre sans s'être bien renseigné sur cela. Alors, on va recevoir deux invités supplémentaires qui vont illustrer ce dont on parlait à l'instant, la composition des cabinets. Ils ont été l'un et l'autre directeurs de cabinet. Philippe Cony, dans votre film, il y a une phrase intéressante sur le Premier ministre et son directeur de cabinet. Vous dites que le Premier ministre est un généraliste et son directeur de cabinet, celui qui filtre les consultations. Oui, c'est ça, oui. C'est comme ça que vous ressentez ce poste ? Oui, c'est un généraliste, c'est un médecin généraliste qui traite tous les problèmes, les bobos de la France, qui arrive directement sur son bureau. Et le directeur de cabinet et l'assistante du généraliste qui prend elle-même des décisions, enfin lui-même, 75% des décisions, c'est le directeur de cabinet, ils vont sûrement nous le dire. Et puis les grosses décisions, c'est lui qui les prend. Alors justement, on reçoit pour en parler 2 directeurs de cabinet. Jean-Paul Huchon, qui a travaillé avec Michel Rocard pendant 3 ans à Matignon, de 88 à 91. Il est aujourd'hui président du Conseil régional d'Île-de-France. Et Bruno Le Maire, actuel député de l'Eure, directeur de cabinet de Dominique de Villepin, de 2006 à 2007. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Si on était en train de faire une composition ministérielle, on ne respecterait pas la diversité géographique. On a 2 députés de l'Eure, l'ancien et le nouveau, donc on serait pas dans les normes. D'abord, est-ce que vous êtes l'un et l'autre d'accord pour parler de l'enfer de Matignon? Question que j'ai posée à Jacques Delors et à Jean-Louis Debré. Vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur. Jean-Paul Huchon.
Non, moi je ne parlerai pas d'enfer. Je dirais que d'ailleurs j'ai écrit un livre qui s'appelle Jour tranquille à Matignon. C'est une antiphrase, on n'est jamais tranquille. Mais enfin quand même, on fait des choses absolument passionnantes. C'est un métier complet, où on apprend tous les jours quelque chose, où on change à chaque seconde de sujet. C'est ce qui fait d'ailleurs on peut devenir assez rapidement incapable d'avoir une pensée longue, une vision longue. C'est la difficulté des premiers ministres et de leur entourage. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme une période... la sortie est très difficile, parce que quelqu'un m'avait dit, c'est comme si vous conduisiez une voiture et que vous rentrez dans un mur à 100 à l'heure et vous n'avez absolument aucun élément de ralentissement. C'est-à-dire du jour au lendemain, il n'y a plus rien, rien de rien. Et ça, c'est très très difficile à vivre pendant toute une période. Pour le Premier ministre, ils le disent d'ailleurs dans le film, c'est impressionnant de voir la douleur. Mais je dirais pas que ça a été un enfer. Alors, je dirais pas non plus, comme Édouard Balladur le dit, que ça a été une promenade de santé. C'est quand même assez rarement ça. Édouard Balladur qui raconte qu'il réussissait à rentrer chez lui tous les soirs pour regarder le journal de 20h. Mais en même temps, il avait un directeur de cabinet qui s'appelait Nicolas Bazir qui devait beaucoup travailler, sûrement. Ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai, parce que moi, j'ai constaté, en parlant avec des journalistes, que Balladur, il n'avait jamais rien sur son bureau. Il disait, j'ai pas de dossier, qu'est-ce que j'ai à faire? Il est extraordinaire de ce point de vue-là, mais je crois que c'est quand même pas la réalité. C'était sûrement le mieux organisé des premiers ministres. Bruno Le Maire, dans le livre que vous avez consacré aussi à votre expérience à Matignon des hommes d'État, vous citez une phrase de Dominique de Villepin, quelques semaines donc après votre arrivée. On a passé un bon mois, il en reste 23 à peu près, et chaque mois sera plus dur que le précédent. C'était prémonitoire? C'était assez prémonitoire. Cela étant, Matignon n'est pas le paradis, ça c'est sûr et certain. Mais je ne crois pas non plus que ce soit l'enfer. Et je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Paul Huchon. Je crois que c'est une expérience professionnelle, évidemment, parce qu'on touche à toutes sortes de dossiers, mais aussi une expérience humaine absolument exceptionnelle. Mais avec beaucoup de sacrifices. Toujours dans votre livre, vous décrivez votre téléphone portable comme l'équivalent strident de la marque du collier que le loup de la fable surprend sur le cou du chien. Donc il y a un moment où ça devient insupportable, cette pression permanente du temps, du téléphone, des décisions à prendre, du Premier ministre qui met la pression, forcément. J'ai toujours cru, comme Édouard Balladur d'ailleurs, qu'on pouvait séquencer ses journées, arriver à 8h, repartir à 20h et garder un peu de temps pour sa vie privée, sa femme, ses enfants et ses amis. J'ai découvert à Matignon, en tout cas vu du point de vue du directeur de cabinet, que c'était rigoureusement impossible. Et donc je me suis soumis à la règle, qui est je crois la règle de tous les directeurs de cabinet de Premier ministre. Vous arrivez à 7h30 et vous repartez au mieux à 23h du lundi au dimanche. Une fois que vous l'avez compris, c'est très bien. Et c'est ce qui a fait que lorsque je suis sorti de Matignon et que j'ai pu aller me présenter grâce à Jean-Louis Debré dans l'Eure, en Normandie, pour le coup c'était pour moi une vraie libération. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait une épreuve qui finissait. Et j'ai pas du tout regretté ni les heures de Matignon, ni le chauffeur, ni la voiture, ni tous les aspects matériels. J'ai vraiment eu le sentiment de passer à la vie réelle, de retrouver les gens, de retrouver le pays, de retrouver le contact avec les personnes que j'aimais. Et ça a été pour moi effectivement une vraie libération. Jean-Louis Debré. Oui, tout ce qui est dit est vrai, chacun a sa vérité. Chaque Premier ministre et la période où il a été Premier ministre avec ses collaborateurs ne doit pas être dissociée des circonstances politiques, de ses rapports avec le Président de la République. Et c'est très important, est-ce qu'ils s'entendent, est-ce qu'ils ne s'entendent pas. On en parlera un peu plus tard avec dans le la détail. Proximité ou non d'élections nationales qui changent la nature des rapports, avec l'état de la majorité, car il y a eu des premiers ministres qui avaient une majorité, mais la majorité était très indocile. Donc tout ça joue sur la vie quotidienne du Premier ministre et sur la vie quotidienne des directeurs de cabinet. En surplus, pour ce qui concerne Dominique de Villepin, il y avait la préparation de l'élection présidentielle qui a accru encore les difficultés et les tensions. Pour mon père, il y avait l'Algérie, il y avait les réformes, notamment toute la restructuration des lois agricoles qui avaient entraîné des drames et des difficultés. Ça a joué. À d'autres moments,
quand c'est de la période de cohabitation, car il ne faut pas oublier les premiers ministres et les directeurs de cabinet en période de cohabitation? Est-ce qu'il y a, malgré la période de cohabitation entre le président et le Premier ministre, une confiance, ou est-ce qu'ils sont dans des jeux de concurrence? Tout ça, ce que je veux dire, c'est que ne faisons pas des lois. Heureusement qu'il n'y a pas un théorème. Heureusement, car il y a des hommes, il y a des majorités et il y a des circonstances. Vous m'offrez la transition vers le prochain extrait. Les premiers ministres, leur résistance face au président. Troisième extrait, ce film sera diffusé en intégralité le 3 novembre à 20h35. Regardez. Il y a trois situations, effectivement. Il y a la cohabitation, et puis en non-cohabitation, il y a le conflit entre le Premier ministre et le Président, et puis il y a l'harmonie entre le Président et le Premier ministre. Moi, je crois que dans la hiérarchie des schémas, la meilleure solution, c'est de ne pas être en cohabitation et d'être en harmonie entre le Président et le Premier ministre. Je reconnais que c'est des situations un peu exceptionnelles. Il n'y en a pas eu beaucoup, 2 ou 3, je crois, dans l'histoire de la Ve République. Pendant 7 ans, Villepin est à l'Élysée le bras droit de Jacques Chirac, qui a pour Dominique l'affection d'un père. Ce sont des relations très anciennes, donc des relations de fidélité, de connaissances très étroites, à travers des moments très différents. Il y a une relation forte sur le plan humain, qui est une relation qui n'est pas seulement une relation politique. Je pense que c'est même au départ pas une relation politique, c'est une relation humaine, à la fois en ce qui concerne des goûts pour les choses anciennes, pour des cultures lointaines. Cette relation permet à Dominique de Villepin d'incarner un autre cas de figure. Un Premier ministre qui impose ses vues au président du premier quinquennat. C'est vrai que souvent Jacques Chirac m'a dit, écoutez, je pense que vous avez tort de faire ceci ou de faire cela, mais si vous décidez de le faire, je vous fais confiance et je vous soutiendrai. Je pouvais dire à Jacques Chirac des choses que ni Alain Juppé ni Jean-Pierre Raffarin ne pouvaient dire, tout simplement parce que nous avons vécu ensemble de nombreuses années et que mon tempérament m'a toujours porté, parce que Jacques Chirac me faisait confiance, à ne pas cacher au chef de l'État des choses, y compris très désagréables, que je pouvais avoir à lui dire. Un même côte à côte de 10 ans relie François Mitterrand et Pierre Mauroy, le conquérant et le militant. Ensemble, ils ont bâti le Parti socialiste. Ensemble, ils ont conquis le pouvoir. Et maintenant, le savourent. Je suis rentré dimanche, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec votre frère. Ici ? Oui, à Lille. Je peux parler d'amitié, quoi. Vraiment, avoir la confiance, l'amitié. Alors, bien souvent, on éprouvait le besoin d'aller faire un petit tour, quoi, dans les rues de Paris, ou d'aller le soir dans un bistrot, etc. Et il avait des attentions faites de vraiment délicatesse, quoi. Une amitié qui permet l'audace ultime, résister à la politique du président quand celui-ci veut sortir le franc du système monétaire européen, préfiguration de l'euro. Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Résister au président, être un garde-fou, peut être aussi la raison d'être du Premier ministre. Lorsque le président de la République m'a dit écoutez, monsieur le Premier ministre, là, voilà, je pense qu'il nous faut envisager de sortir du système monétaire européen. Je dis non. Pas être question. Écoutez, moi, j'aime bien conduire ma voiture, mais la conduire sur la glace, ça, je ne sais pas. Sur le verglas, je ne sais pas. Par conséquent, je ne m'aventure pas. Et je ne souhaite pas. Et si c'est la décision que vous prenez, dans ces cas-là, avec beaucoup de regrets, et voire même de tristesse, je quitterai mon poste de Premier ministre. Voilà. Je prépare ma lettre de démission. Et je vais le voir à 17h. J'ai ma lettre de démission dans la poche. Alors, je reste dans les mêmes dispositions d'esprit. Je ne peux pas. Et je pense que vous faites une erreur colossale qui va nous coûter beaucoup. Et ce n'est pas possible de sortir du système monétaire européen. Alors. Mais il m'a dit, bon,
restez à votre poste. Restez à votre poste. Jacques Delors, vous étiez ministre de l'économie, d'accord avec Pierre Mauroy. Il y a eu beaucoup de bras de fer comme celui-là, ou c'est peut-être le moment le plus fort dans la relation entre François Mitterrand et Pierre Mauroy? Oui, c'est le moment le plus fort, parce que on ne savait pas très bien ce qu'allait décider le président de la République. Il n'était pas pour la sortie, il testait. Mais Pierre Mauroy et moi travaillions ensemble, nos cabinets aussi, et moi j'avais fait plusieurs notes, je m'étais distingué par des phrases qui n'avaient pas plu les 2 années précédentes, mais fort de l'appui du Premier ministre, il était possible de continuer. Et ça a été des mouvements très mouvementés. Et on ne savait pas du tout ce qu'il allait décider en réalité. Il fallait simplement que nous soyons fermes, d'autant plus que les partisans de l'autre politique, nous ne les voyions pas. Comme l'a dit Pierre Mauroy, c'était des visiteurs du soir. Donc le président de la République a beaucoup hésité. Peut-être pensait-il qu'en sortant du SME, avec une fuite en avant, beaucoup d'efforts sur l'investissement et la recherche, c'était possible. C'est ce que lui disaient certains. Mais en fait, devant la résistance de Pierre Mauroy et de son ministre des Finances, il a décidé de rester dans le SME. Pierre Mauroy qui parle d'amitié avec François Mitterrand. Bruno Le Maire, vous emploieriez ce terme aussi pour caractériser les relations entre Dominique de Villepin et Jacques Chirac? Oui, je crois qu'il y avait une amitié très forte, même une vraie affection entre les deux hommes que j'ai toujours vu, aussi bien d'ailleurs quand Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères pendant la crise irakienne, que lorsqu'il était à Matignon. Cela étant, je pense qu'il faut bien comprendre que dans ce rapport, le reportage montre bien qu'il peut y avoir par moments des oppositions, que le Premier ministre peut s'opposer au président de la République. Il faut bien juste compléter par 3 remarques. La première, c'est que cette opposition n'est pas une opposition de caractère, c'est aussi un choix politique. Le choix politique qu'avait fait Dominique de Villepin au départ, en entrant à Matignon, c'était justement de bousculer l'action du gouvernement en estimant que la majorité était en difficulté parce que la majorité s'était un peu assouplie et que si nous voulions gagner les présidentielles de 2007, il fallait que dès 2005, le gouvernement bouscule un peu les dogmes et fasse progresser l'action publique de façon plus rapide. Et donc le Premier ministre était là pour bousculer le président de la République. Ça procédait d'une analyse politique. Deuxième remarque qui me paraît importante, c'est qu'il s'autorisait à cette liberté de ton avec le président de la République, qui moi-même me surprenait parfois un peu, parce qu'elle était née d'une complicité très ancienne et d'un travail en commun que montre d'ailleurs très bien le reportage. Troisième remarque essentielle, le président de la République, Jacques Chirac, a toujours gardé le dernier mot. Je crois qu'il laissait la liberté à son Premier ministre parce qu'il estimait que dans le cadre de la Constitution, la définition de la politique de la nation, que ce soit la politique contre le chômage, le CNE, le CPE, cela relevait du Premier ministre. Mais lorsqu'on touchait au fonctionnement institutionnel et qu'il estimait que le fonctionnement des institutions pouvait être gêné, là, Jacques Chirac, le président de la République, reprenait la main et c'était naturellement sa décision qu'il emportait à la fin de tout le processus. Et si le CPE a été retiré à la fin, c'est bien parce que l'analyse qu'avait faite Jacques Chirac, c'était que les institutions pouvaient être menacées par les déséquilibres et les désordres auxquels on était arrivés en France, et que donc il fallait qu'il sonne la fin de la récréation. Donc c'était bien lui qui gardait les derniers mots. Alors pour continuer sur ce thème des relations personnelles entre le président et le Premier ministre, évidemment je me tourne vers Jean-Paul Huchon, Michel Rocard, François Mitterrand. Rocard dit dans le film, dans le documentaire, c'était pas de la haine, c'était un désaccord politique ou des désaccords politiques. Il y avait aussi une inimitié entre les deux hommes quand même. Si vous voulez, ils ont déjeuné très peu de fois ensemble, et une fois où ils ont déjeuné avant que Michel soit nommé, à la fin du déjeuner, Rocard a dit quelle incompétence et Mitterrand a dit quelle inculture. Donc c'est dire comment ils se voyaient, mais c'était plutôt de l'étrangeté. Ils vivaient dans des mondes étrangers. Rocard voulait régler des problèmes, trouver des solutions. Mitterrand avait en premier souci les rapports de force entre les hommes. Et donc, ils ne pouvaient pas se rencontrer. Moi, je me souviens d'une anecdote terrible. Un beau jour, Rocard arrive, c'est très d'actualité d'ailleurs, en disant, moi je le vis aujourd'hui comme président de la région, en disant, il faut absolument, monsieur le président, mettre fin à ce désordre en région Île-de-France, créer un schéma directeur, etc. Et Mitterrand le regarde et lui dit, mais
On était à déjeuner à l'Élysée, hein. C'était la seule fois où on a déjeuné à l'Élysée. Et Mitterrand bat des cils et le regarde et lui dit « Mais comment pouvez-vous vous intéresser à des choses pareilles ?» Et Rocard s'aperçoit qu'il a fait une épouvantable boulette, donc il ne sait plus où il est. Et à ce moment-là, Mitterrand lui dit « À moins que vous vouliez devenir président de la région Île-de-France. » Et ça montrait vraiment les deux conceptions que les hommes avaient de la politique. Et ils étaient donc étrangers. Ils n'étaient pas dans la haine. Rocard a même pris, au cours de ces 3 années à Matignon, un certain respect pour les capacités, y compris les capacités humaines, ces attentions dont parlait Pierre Mauroy tout à l'heure dans l'extrait. Mais comment a-t-il tenu 3 ans alors qu'il y avait quand même ce désaccord politique au départ? Parce que d'abord, politiquement, il n'y avait pas de frontière entre eux. C'est-à-dire que Rocard a fait une politique qui était une politique qui convenait à Mitterrand et d'une manière générale à la majorité. D'ailleurs, au fond, jamais il n'a empêché Rocard de gouverner. Il ne lui a pas facilité la vie, mais moi... Et puis, il y avait surtout une entente extraordinaire entre l'équipe de Matignon que je dirigeais et puis l'équipe de l'Élysée avec Jean-Louis Bianco. Et cette entente permanente permettait de redresser les difficultés, de reprendre les choses là où elles étaient mal parties, etc. Et puis peut-être aussi un devoir de grisaille. Comme si Michel Rocard s'était obligé à ne pas dépasser certaines il avait limites. théorisé une théorie de Jacques Pilan, qui était un grand communicant, et qui lui avait dit « Vous êtes Prométhée, vous avez volé le feu, il faut vous réconcilier avec Jupiter. » Et donc Rocard disait « Moi, Mitterrand, j'en demande tous les jours. » Et c'était la stratégie dite du génie des carpettes, c'est-à-dire qu'il était toujours en train de dire « Ce que fait Mitterrand est formidable, etc. » Au bout d'un moment, ça a été difficile, et puis presque un an avant, on a su de l'intérieur que c'était fini, que Mitterrand voulait en finir. Alors à partir de là, la question c'était comment est-ce qu'on prolonge les choses ou faut-il sortir? Moi, j'avais plutôt dit qu'il fallait sortir, mais j'étais pas majoritaire. Jean-Louis Debré. Oui, moi ce qui me frappe en observateur, c'est le paramètre du microcosme politique. Dès que vous arrivez à Matignon, vous avez de bons esprits qui commencent à laisser filer des petites phrases selon lesquelles vous êtes mal avec le président de la République. Et puis très rapidement, et la presse souvent le reprend, c'est la fin, il va démissionner, ça va plus. Et donc, ou alors il a une ambition présidentielle. Et tout cela perturbe le contact entre les deux hommes. Alors, quand c'est des hommes de très grande valeur, ils arrivent à oublier ça, mais il y a un moment où ça devient tellement lancinant qu'ils arrivent à se suspecter l'un l'autre d'avoir des arrière-pensées. Ça joue beaucoup, ce phénomène. Et il faut qu'on dise un mot quand même des périodes de cohabitation. C'est une explication des rapports Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, ce que vient de dire Absolument. Oui. On n'a pas encore parlé des périodes de cohabitation. Il y a une inversion de logique où le président garde quand même une partie de son pouvoir, ce qu'on appelait le domaine réservé. La Constitution de la Ve République, elle doit être jugée en fonction des circonstances. Lorsqu'il y a concordance entre majorité parlementaire et majorité présidentielle, il y a une synthèse entre le président et le Premier ministre, alors qui est plus ou moins grande en fonction de leurs itinéraires politiques différents. Lorsqu'il n'y a pas cette concordance entre les deux majorités, nous sommes dans une cohabitation. Alors, dans cette cohabitation, vous avez le président de la République qui est en charge de l'essentiel et il laisse au Premier ministre le soin de se débrouiller avec le Parlement. En regardant les différentes phases de cohabitation que nous avons eues, j'ai trouvé malgré tout, malgré les arrière-pensées politiques des uns et des autres, que aussi bien le président de la République ou les présidents de la République qui ont subi cette cohabitation, que les premiers ministres étaient quand même des hommes d'État et qu'ils avaient un sens de l'intérêt général et de l'État et que tout n'était pas dans leur rapport affrontement, petite guerre et croche-pied. On en a fait souvent des tableaux caricaturaux. J'ai vu, moi, fonctionner ces périodes-là. Et franchement, aussi bien avec Mitterrand qu'avec Chirac, ce sont des hommes d'État. Et il y a un moment où l'homme d'État, il ne se rabaisse pas à uniquement des petites querelles subalternes. Voilà. Bruno Le Maire, un mot là-dessus.
Oui, moi, ce qui me frappe justement dans ce que vient de dire Jean-Louis, dans le reportage comme dans le film, le livre de Raphaël Baquet, c'est les permanences, et je dirais presque les permanences historiques. La première permanence, c'est la qualité des hommes. Et je trouve que le film leur rend justice. On voit bien que quels que soient les profils, les personnalités, les circonstances, on a eu à Matignon des hommes qui ont tous été de très grande qualité, des hommes ou des femmes de très grande qualité, de très grand niveau intellectuel et qui avaient le sens de l'intérêt général. La deuxième permanence historique, beaucoup plus profonde, je trouve, c'est que si des étrangers, des Européens par exemple, regardaient ce film, lisaient le livre de Raphaël Baquet ou écoutaient nos débats, je pense qu'ils seraient très surpris de cette interrogation et ce questionnement permanent sur la relation du Premier ministre et du Président de la République. Parce que dans tous ces autres pays, tout simplement, il y a une seule tête de l'exécutif. Et cette relation entre le Premier ministre et le Président de la République, elle remonte beaucoup plus loin. C'est la relation du roi, du prince, avec son Premier ministre. Il y a un très beau texte de Saint-Simon qui dit justement, qui résume assez bien, je trouve, toutes ces situations-là, qui dit « La place et l'autorité du Premier ministre dépendent du bon vouloir du prince. Un rien suffit à les bouleverser », et il conclut avec cette phrase superbe « Et c'est pourquoi le Premier ministre s'occupe des riens ». Je trouve que ça résume exactement ce que nous vivons dans l'histoire de France depuis extrêmement longtemps et qui fait qu'on peut avoir aujourd'hui ces débats très passionnés et d'ailleurs intéressants sur la relation du Premier ministre et du Président de la République, parce que c'est la relation entre la légitimité populaire ou la légitimité divine d'un côté et de l'autre la légitimité de l'action quotidienne. Merci Bruno Le Maire, merci Jean-Paul Huchon. Je vais vous libérer, on va regarder un autre extrait. Avant, je ne résiste pas à une dernière petite question sur le directeur de cabinet. On dit que c'est parfois l'homme le mieux informé de France. Est-ce que c'est grisant, ça ? Il ne faut pas se laisser griser. J'ai eu des collègues qui voulaient être trop informés et qui se passionnaient pour les affaires secrètes, etc. Tous les matins, tous les dîners en ville, tous les matins, on avait le résultat des écoutes téléphoniques, qui étaient d'ailleurs réglementées, etc. C'est vrai qu'on aurait pu en faire un abus. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours repoussé, et je crois qu'on a bien fait, parce que il y a un moment où on rentre dans une espèce de jeu un peu théâtral, et comme le disait très bien Jean-Louis Debré tout à l'heure, ce sont quand même des hommes d'État, ils ne doivent pas se livrer à ça, il ne faut pas rentrer dans ce genre de jeu. Merci à tous les deux. On va maintenant aborder un autre thème important, central, pour comprendre l'action des premiers ministres qui se sont succédés à Matignon, celui de l'opinion publique, des médias. L'extrait que vous allez découvrir nous permet de comprendre ce qui a changé depuis les années 70, ce qui est une constante aussi, presque un passage obligé, l'impopularité. C'est dans le 4e film qui sera diffusé le 3 novembre à 21h40, film intitulé Le Vestibule, chapitre Opinion. Vous êtes en train de crier blocage des salaires. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous ne me laissez, je vous ai laissé crier. Je vous ai laissé crier, vous ne me laissez pas parler. Je dois vous dire que j'étais bien décidé en acceptant la fonction parce que j'étais seul, parce que je n'étais pas un homme politique traditionnel, j'étais décidé à être inflexible. Il fut un autre temps, un temps de plein emploi, de confiance en l'avenir, où l'on pouvait, sans crainte d'émeute, annoncer aux Français l'inconcevable. Pour réduire la consommation d'électricité, nous avons demandé à l'ORTF de réexaminer ses programmes afin que la télévision interrompt ses émissions chaque soir à 11h du soir, sauf le samedi et pendant la période des fêtes. Il y avait chez tous les Français un grand espoir. Et justifié, car l'ascenseur social marchait fort. Maintenant, c'est fini. Temps de la désespérance, du bouc émissaire, une catastrophe naturelle, le Premier ministre en est le responsable, voire l'instigateur.
J'habite ici depuis ma naissance, je sais les conditions atmosphériques, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des gens qui ont 80 ans et n'ont jamais vu ça. Et vous vous rendez pas compte, c'est 20 ans de notre vie, nous, là, qu'on vient de perdre et qu'on va perdre. 15 jours, ça dure. 15 jours qu'on ne dort pas, qu'on ne mange pas, et on voit tout notre labeur de 20 ans partir comme ça, mais vous vous en fichez. Ce soir, je couche sous le temps. Vous allez dormir dans un bon lit. Au chaud. Elle gosse en j'ai plus de boulot parce que le travail c'est contre elle. Honteux ça. Donnez-moi un bout de pain. Non, on crève la dalle ici à Ville, monsieur. Vous venez quand tout est fini, monsieur. Non, on ne vient pas quand tout est fini parce que rien. Sur les crues de la Somme, le président de la République, Jacques Chirac, adore les attitudes compassionnelles. Mais là, il s'est bien gardé d'y aller. Il aurait dû y aller. C'était son rôle, en symbole, comme président de la République. Mais il connaissait l'état d'irritation et de désespoir de la population sur place, qui était une population déjà frappée par le chômage, de petites gens, et qui voyait cette inondation comme une catastrophe. Et c'était une catastrophe. Il savait aussi ces rumeurs qui s'étaient répandues, selon lesquelles, à la limite, l'inondation aurait été aggravée parce qu'on aurait lâché des barrages pour sauver Paris. Rumeurs totalement sans fondement, bien sûr, mais qui existaient, que j'ai trouvées comme une certitude chez les gens que j'ai rencontrés. Il n'y a pas été, et j'y ai été. Eh bien, ça n'a pas été un moment facile, mais je reste fier d'avoir eu le courage d'y aller, et j'espère qu'il a un peu honte de ne pas y avoir été ce jour-là. L'impopularité. Combien de temps désormais peut-on la braver? Quand elle vous poursuit partout au détour d'une rue. Madame, ça va? C'est un peu plus frais quand même. Oui. On va vous voir partir bientôt, j'espère, de Bordeaux. Ah, voilà. Qui monsieur. Voilà qui est sympathique. Allez, monsieur, je vais pas polémiquer. Vous voulez m'équiper? Eh ben, Viens, Isabelle, viens, je t'en prie. Viens. Ça ne m'empêchait pas de continuer à faire ce que je pensais devoir faire, en mon âme et conscience, mais c'est vrai que ça finit par devenir un problème politique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la fin en novembre 96 ou à l'automne 96, quand j'ai vu que les choses avaient du mal à se redresser, j'ai dit au président de la République, voilà, le moment est peut-être venu, à 1 an et demi avant le rendez-vous électoral du printemps 98, de changer de Premier ministre. Le divorce est consommé, c'est le 3e acte, la curée, la Lali. Cet homme qui chute incarne tous les maux de la France. Il doit quitter la scène, c'est le sens de l'histoire, l'intérêt du pays, la suite du spectacle. Et pour parler de la communication des premiers ministres, du poids des médias, des crises qui s'enchaînent parfois, Thierry Sausset, délégué interministériel à la communication du Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Et Aquilino Morel, ancien conseiller spécial de Lionel Jospin à Matignon, qui écrivait notamment ses discours entre 97 et 2001. Je vais commencer avec vous, Aquilino Morel. On vient de revoir ces images très fortes, Lionel Jospin dans la Somme pendant les inondations. Je ne sais pas si vous étiez avec lui ce jour-là, peut-être... Comment a-t-il reçu la réaction des Français sur le terrain? Est-ce qu'ils s'y attendaient? Je ne l'accompagnais pas ce jour-là. C'est évidemment un choc. Parce que même si vous êtes très bien informé de l'état réel de ce département, de la gravité des crues, de l'état d'exaspération de la population et presque de désespoir, être interpellé et... Je crois qu'on peut le dire de manière un peu injuste, même si les gens qui souffraient à ce moment-là étaient dans un état très, très désespéré. Mais injuste parce que, comme vous le disiez, rumeurs donnant à penser que ce serait le pouvoir parisien qui aurait, pour préserver la capitale, accru la gravité de ces crues. Injustice parce que, évidemment, le Premier ministre n'est pas responsable de cela. Et bien à l'inverse, il se rend physiquement, avec une part de courage que son intervention souligne, au contact de la population. Donc je me rappelle qu'effectivement, pour lui, ce retour avait été difficile. C'était un véritable choc, et le choc parce qu'il était très attentif à cette population déjà dans la détresse, et il avait le sentiment de ne pas avoir pu les aider d'abord à la mesure de ce qu'il aurait voulu certainement, compte tenu de la gravité du phénomène physique des crues, et par ailleurs parce qu'on vous interpelle très vivement. Il y a même une interpellation physique, je me rappelle. On ne l'a pas dans la séquence, mais il y a quelqu'un qui essaye de le faire tomber. Donc il y a quand même
recherche du contact qui était très éprouvante. Mais ça, c'est le travail du Premier ministre aussi. Et il accuse Jacques Chirac d'avoir manqué de courage. Il affirme que c'était son devoir de président de se rendre sur place. Jean-Louis Debré, Je n'interviens pas sur un sujet comme ça. Vous ne voulez pas réagir à ce passage? Non. Pourquoi? Parce que je suis président du Conseil constitutionnel et que je n'ai pas à rentrer dans des débats qui me semblent ne pas être au niveau de cette émission. Thierry Saucé, il y a un partage des rôles, on va généraliser. Il y a un partage des rôles entre le président et le Premier ministre en cas de crise? On peut décider, toi tu vas là, toi tu vas... Oui, alors bon, d'abord, il est clair qu'en cas de crise, enfin on le vit très bien en ce moment, la fonction présidentielle prend plus d'importance encore. On voit très bien qu'en la période de difficulté, les impulsions sont davantage données par le président de la République. Ce qui déjà fait que quand on a un président qui gouverne, ce qui est évidemment le cas avec Nicolas Sarkozy, les impulsions sont davantage présidentielles. Ça n'enlève d'ailleurs pas son rôle à Matignon aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a vu pour une raison assez simple. C'est que Matignon, c'est une fonction très paradoxale. Hein. On a la tête dans les étoiles, il faut faire de la prospective, suivre les grands projets et on a les mains dans le cambouis. Vous avez toutes les minutes ou toutes les 5 minutes un drame qui arrive, une crise, quelqu'un qui meurt, il faut réagir immédiatement. Enfin bon. Et au fond, on voit très bien que même si l'impulsion présidentielle est plus grande, il y a beaucoup plus de réformes et de mesures. Et donc oui, le poids du président de la République aujourd'hui sur le fonctionnement du duo est plus fort, les impulsions viennent plus de là, y compris en période de crise, mais en même temps, le Premier ministre a plus de projets, plus de réformes, et donc plus de jobs de coordination, notamment du travail parlementaire. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? On parle d'hyper-présidence. Georges Pompidou était aussi un président omniprésent? Non. Pas à ce point-là. Il y a des différences. Par exemple, j'espère qu'on reparlera du quinquennat, contre lequel j'ai voté. Oui. On en parlera dans la toute dernière partie. Mais c'est tout à fait nouveau, comme le dit très bien M. Sauzet. Et moi, dans la crise présente, je me rappelle, en ayant appris la Constitution, voté pour elle, je me rappelle qu'on disait que le président de la République était l'ultime recours. Alors, quand il y a une crise comme celle-ci, comment voulez-vous que le président de la République ne s'en occupe pas, ne l'explique pas? Mais je reviendrai plus tard sur le quinquennat, mais dans la situation présente, c'est compréhensible. Et aussi, ce que je disais, qu'a confirmé M. Sauzet, le Premier ministre, c'est un poste impossible, parce que vous ne pouvez pas dire « j'ai 1 heure pour recevoir telle personne ou étudier tel dossier », sans qu'il n'arrive une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là. Il est constamment sur le pont. C'est un métier exigeant, fatigant, et pour lequel il faut avoir des nerfs d'acier et une bonne organisation. Et quand on dit que le Premier ministre est un peu le fusible de la Ve République, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, ça je pense que c'est vrai. Il y a d'ailleurs la thèse de la démission provoquée. C'est arrivé plusieurs fois pendant ces années, et c'est normal. Jacques Chaban-Delmas avait laissé une lettre de démission Non. La démission a été provoquée, comme pour Michel Rocard ou Edith Cresson ou d'autres. C'est un élément de la Ve République. Et de ce point de vue-là, c'est un régime tout à fait propre à la France, mais qui a, je le répète, a apporté à la France le fait majoritaire et une certaine stabilité institutionnelle et de gouvernement qui sont des biens précieux si on imaginait ce que pourrait être, par exemple, un régime d'assemblée dans les circonstances présentes. Jean-Louis Debré, Premier ministre fusible de la République, vous êtes d'accord avec la définition aussi? L'histoire l'a montré de temps en temps. D'abord, depuis De Gaulle, chaque président de la République a eu sa lecture des institutions. Voilà. C'est très clair. Et donc, on voit bien qu'au moment de l'affaire d'Algérie, le général de Gaulle a été en première ligne. D'ailleurs, la Constitution dit, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Lorsqu'il y a une crise, c'est qu'il y a donc un problème de fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et il est normal à ce moment-là que le chef de l'État, qui a une légitimité que n'a aucune autre institution, sauf l'ensemble des parlementaires, assume la continuité de l'État. Par conséquent, cela. Deuxièmement, dans le tempérament français, et pour faire en sorte que l'État ne soit pas remis en cause, il faut qu'il y ait à des moments donnés manière de percer l'abcès politique. Et le Premier ministre, à bien des égards, est celui qui permet de désamorcer des crises qui ne sont pas encore des crises nationales. Et pour éviter qu'elles deviennent des crises nationales, ce ne sont simplement que des crises politiques. Et le départ du Premier ministre est un moment important. C'est un temps. On parlait tout à l'heure du temps. Il y a un
temps politique, et le Premier ministre est un élément de ce temps politique dans le septennat ou dans le quinquennat. Et sur le rôle des médias, Raphaël, les premiers ministres ont plutôt la dent dure envers les journalistes dans le Ils sont dans le extrêmement sévères pour les médias, mais ce qu'on voit aussi, c'est la difficulté de leur confrontation à l'opinion publique et à la façon dont les médias relaient cette opinion publique. C'est-à-dire qu'ils doivent à la fois répondre à l'émotion légitime de la population de la Somme, et en même temps prendre une décision froide et rationnelle. C'est cette combinaison des deux, cette contradiction au fond de ces deux éléments qui fait que le métier, la fonction est extrêmement difficile. Et c'est vrai que les médias, en tout cas pris dans leur globalité, parce que c'est comme ça que les premiers ministres les perçoivent, ont cette exigence de réponse à l'émotion et construisent souvent des titres lapidaires, des histoires politiques qui contredisent cette obligation de froideur et de rationalité qui est la réalité du pouvoir. L'extrême qu'on a vu évoque aussi l'évolution depuis les années 70. Vous pensez qu'il y a une évolution? En quoi? Qu'est-ce qui a changé pour les premiers ministres dans leur rapport avec les médias? D'abord la crise économique. Et évidemment, on voit Raymond Barre qui est au fond le premier ministre qui connaît la crise économique, même si Pierre Messmer connaît le choc pétrolier, mais il est encore de l'ancien monde, si je puis dire. Là, ce qui a changé, c'est évidemment l'ampleur des difficultés, la réduction des marges de manœuvre du Premier ministre et l'exigence, du coup, d'une opinion publique qui veut justement que la situation s'améliore, qui veut que les réformes aillent plus vite. Et c'est ça la difficulté pour les premiers ministres d'aujourd'hui, enfin depuis 30 ans au fond, c'est de répondre à cette demande constante de l'opinion publique. Et tout cela avec, au fond, un pouvoir qui se réduit de plus en plus. Vous êtes d'accord? Car les marges de manœuvre sont de plus en plus faibles. Oui, je pense que marge de manœuvre de plus en plus faible, une opinion qui veut des réponses de plus en plus rapides. La Ve République avait donné au Premier ministre une relation meilleure avec le Parlement, mais il était subordonné au Président de la République. Je pense qu'avec les années, et pas simplement sous le quinquennat, pour être honnête, les possibilités du Président de la République, du Premier ministre se sont amenuisées au profit notamment des relations directes entre les ministres et les collaborateurs de l'Élysée. C'était déjà le cas du temps de François Mitterrand. Et tout ceci rend plus difficile le travail de préparation et d'exécution des décisions. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Tous ces pouvoirs qui s'exercent au culte, etc., compliquent la tâche de ceux qui ont à préparer des décisions et à les appliquer ensuite. Thierry Sausset, vous êtes en quelque sorte chargé de faire un peu mieux comprendre la politique du gouvernement. Vous utilisez quoi aujourd'hui? Des nouveaux moyens de communication pour ça? C'est quoi la stratégie? D'abord, vous parliez tout à l'heure beaucoup du temps. Reconnaissons qu'il y a une concurrence objective entre les politiques et les médias pour la maîtrise de l'agenda, de quoi on parle, qu'est-ce qui est important ou non. Je dirais même que les médias tendraient à vouloir dire aussi qu'est-ce qui est légitime ou pas pour représenter l'opinion publique, ce qui peut se faire poser beaucoup de questions d'ailleurs sur la nature de cette concurrence. Les médias n'ont pas la légitimité des politiques. Donc ils sont irremplaçables pour la transparence, pour le débat public. Ils représentent cette contrainte pour le politique. Et on voit très bien d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du temps court et du temps long, on voit très bien que si le politique se rue sur le moindre micro tendu, s'il y a un problème évoqué ce soir à la télévision qu'il faut pouvoir répondre demain matin, on fait des plans dans l'urgence, on bricole des mesures. En fait, on n'est pas dans le travail sérieux. Et donc, au fond, la question, c'est comment on répond aux médias dans le cadre du débat public pour relancer une réforme ou une mesure, et en même temps, est-ce qu'on peut installer dans le temps moyen et long de la communication de proximité, communication avec les Français, utilisation des moyens publicitaires, pour être sûr qu'à un moment donné, une réforme ou une mesure qui n'aura occupé les médias que pendant 3 jours. Parce que votre univers, malheureusement, il est comme ça. Une nouvelle chasse l'autre, on passe à autre chose. On ne va pas vous demander de suivre les choses en profondeur tout le temps. Chacun son métier. Et au fond, le mien, ce serait quelque part de dire, après ce temps court où les médias ont joué leur rôle, où les politiques ont répondu aux journalistes, comment est-ce que je peux, moi, spécialement en temps de crise, comment est-ce que nous pouvons, nous, faire qu'une réforme, une mesure, un comportement nécessaire, utile à la société, soit approprié par des dizaines de millions de Français en utilisant le temps moyen et le temps long. Aquilino Morel, comment Lionel Jospin
travailler avec la presse. Dans le film de Philippe Colli et de Raphaël Baquet, il y a un témoignage d'Alain Juppé qui est intéressant. À un moment, il dit « Je ne savais plus quoi faire. Une semaine, je voyais les journalistes tout le temps, et puis ensuite, pendant un mois, on me disait surtout pas, reste à Matignon ». Comment travailler, Lionel Jospin, avec la presse? D'abord, pour Lionel Jospin, la communication, c'était vraiment et pleinement de la politique. Donc, il n'y avait pas, pour lui, quelle que soit l'importance de tel ou tel conseiller, il n'y avait pas de gourou, il n'y avait pas de spin doctor, comme on dit, quelqu'un qui aurait été responsable. C'est le métier de Thierry Saucet, hein, spin doctor. Il l'a exercé autrefois. Aujourd'hui, il a une fonction, on reste un stratège, mais il a une fonction aussi de coordination gouvernementale. Il n'avait pas... Par parenthèse, il n'y aura jamais de spin doctor en France, vous le savez très bien. Pour une raison simple, c'est qu'on leur donne le pouvoir, c'est eux qui donnent les ordres aux ministres, hein, là où ils existent, hein, et d'autre part, on leur donne des moyens budgétaires et financiers sans aucune limite qui permettent d'interroger les gens quasiment toutes les heures pour les formules qu'on utilisera le soir à la télé. C'est ça, un spin Lionel doctor, Jospin hein. n'était pas sous cette influence. Pas du tout. Et pour le reste, il avait donc cette vision très politique de la communication. Donc il en était le maître en dernier ressort. Il consultait beaucoup ses collaborateurs. Et pour lui, je sais bien qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dire que la communication, c'est raconter une histoire. Il faut raconter une histoire. Alors, c'est à la fois vrai parce qu'il faut scander l'action et il faut donner du sens à ce que l'on fait quand on est Premier ministre. Donc il faut quand même intéresser et montrer ce que l'on fait. Mais pour lui, raconter une histoire, c'était pas raconter des histoires. Donc il était dans une relation quand même exigeante, je crois que Raphaël Baquet peut en témoigner, exigeante avec les journalistes, dans les deux sens. Il essayait d'établir avec eux un dialogue intellectuel et donc il s'attendait à ce que on lui réponde de manière cohérente et structurée. Ça n'a pas toujours été facile, c'est normal, parce que le Premier ministre et la presse, Matignon et les médias, sont condamnés à vivre ensemble. Alors au début, c'est un peu la lune de miel, ça a tendance assez vite à se tendre, c'est bien normal, surtout quand le temps passe. Lionel Jospin est resté 5 années à Matignon, donc c'est long. Mais je crois qu'au final, il a toujours réussi à conserver une bonne maîtrise de son expression et de sa communication. Allez, un mot sur cette question, Jean-Louis Debré. Ensuite, on parle santé. En écoutant tous ces spécialistes, je me demandais s'il n'y avait pas deux catégories de périodes et de parlementaires. Il y a eu des premiers ministres et des périodes où le gouvernement avait à régler des problèmes franco-français. La mise en place des institutions, le problème de la sécurité. Et puis il y a eu des premiers ministres et des périodes, et on y est dedans, où les problèmes à régler pour le gouvernement, pour le président de la République, ne sont plus des problèmes dont ils ont la maîtrise pour le règlement. C'est à cause de la mondialisation, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause de tout ce que vous voulez. Et donc la communication devient plus difficile. Quand vous êtes, et quand l'opinion publique sait que vous allez pouvoir, de votre propre prérogative, trouver des solutions, alors la communication, elle est plus facile et elle devient crédible. Mais quand vous rentrez, comme aujourd'hui, dans une période où vous n'avez pas la solution, la communication est différente. C'est une communication qui doit rassurer, qui doit redonner espoir. Et donc, il n'y a pas de loi non plus en ce domaine-là. C'est, comme je le disais tout à l'heure, toujours fonction des hommes et des circonstances. Alors, je n'ose pas dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin, mais l'extrait que vous allez voir maintenant, qu'on va découvrir tous ensemble, est particulièrement passionnant. Philippe, il évoque la santé des premiers ministres, l'usure du corps. Qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, ce qui est frappant, c'est qu'il y en a 3 ou 4 qui sont passés au Val-de-Grâce. Donc, hypertension, colite néphrétique, enfin, divers symptômes. Donc, il y a effectivement un moment donné où le corps réagit, quoi, il somatise. Donc, je crois qu'en soi, c'est un témoin du véritable stress très particulier que vit un Premier ministre, quoi. Raymond Barre dit « on est en état de lévitation ». Et j'ai mis plus d'1 année pour redescendre sur Terre. C'est un rythme très particulier. L'usure du corps, nouvel extrait. Tenir. Quand toute défaillance est interdite. Parfois, c'est le corps qui ne peut plus. La tension était extrême. Car un Premier ministre, il n'a pas simplement ses responsabilités internes. À l'époque, il y avait la visite d'État de M. Hua Kuo-feng, le Chinois. Et je m'étais senti épuisé
quand j'avais descendu le grand escalier de l'Opéra. J'étais vraiment épuisé. Quand je suis arrivé au Val-de-Grâce, le médecin qui m'a examiné, j'ai fait une crise d'hypertension. Il m'a dit, je m'étonne que cela ne vous soit pas arrivé plus tôt. La migraine est quelque chose qui m'a toujours hanté. Quand j'étais ministre des PME, c'est un sujet qui me perturbait profondément parce que j'étais incapable d'être dans une séance de questions d'actualité ou un conseil des ministres en pleine migraine. Donc je devais programmer le mieux possible l'hypothèse de la migraine dans un certain nombre de circonstances. Ça m'est arrivé quelquefois de demander à parler à un autre moment que celui qui était prévu parce que je savais que la migraine arrivait et que dans une demi-heure, je ne pourrais plus le faire. La maladie peut être aussi un outil de gouvernement. Dans le conflit de la Nouvelle-Calédonie entre Kanaks et colons, quand la force à UVA s'avère meurtrière, c'est la démonstration de faiblesse qui, pour le Premier ministre, devient l'arme décisive. L'instrument ultime dont Michel Rocard, champion du dialogue, sait jouer en stratège. Alors, c'est jour de Conseil des ministres. Et la scène est extraordinaire. Je suis chez François Mitterrand à 9h, le Conseil des ministres est à 10h, et nous regardons les quelques nominations. Il y a toujours 10-15 décisions d'État. Puis tout à coup, mal au ventre, et vraiment, ça va très mal. Il me voit pas lire, il voit de la sueur perler à mon front. Il comprend que quelque chose se passe. Et je lui lâche, je pense qu'il m'arrive, Monsieur le Président, j'imagine que je dois avoir eu un peu d'intoxication alimentaire. C'est mon premier élément. Je dois rendre à l'histoire cet hommage de dire que le président de la République a été absolument charmant. Il m'a pris par la main, m'a emmené m'allonger sur son propre lit, a appelé immédiatement le médecin militaire qui est de service en permanence à Matignon. Il a été délicieux. On est descendu ensemble au Conseil des ministres, qui de rien vu n'en savait rien. Puis, après une demi-heure de Conseil des ministres, je n'ai plus pu tenir. Il fallait que je bouge, enfin et donc, j'étais en face de lui. J'ai demandé la parole, et je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, j'ai tout à l'heure à Matignon un déjeuner qui était discret jusqu'à présent, mais je n'ai pas fini sa préparation. Il s'agit de faire se rencontrer messieurs Lafleur et Tjibaou pour voir si on continue à se tuer ou si les choses se passent différemment. Je vous demande, Monsieur le Président de la République, la permission de m'éclipser pour en finir la préparation. Il était prêt comme pas possible, le déjeuner. Le Président a très bien compris, personne n'a rien vu, je suis parti, et ça a été fabuleux et épouvantable. Je vais donc assister à ce déjeuner inouï, et puis toutes les 10 minutes, je vais m'éclipser pour m'allonger. Puis je reviens, chaque fois que je m'allonge, je reviens après. Ils ont recommencé à s'engueuler au lieu de progresser vers le communiqué. Au milieu du repas, parce que tout le monde s'inquiète un peu, un médecin ami fait le diagnostic par téléphone d'une crise de colique néphrétique. Personne n'y avait pensé et on dit, mettez le Premier ministre dans un bain chaud, j'arrive. Dans un bain chaud, commode. Alors il y avait une baignoire à 12 mètres de la salle à manger, on me met dans un... Le soulagement, on me met dans un bain chaud, le soulagement est immédiat. Mais ma femme Piafet, il faut l'envoyer au Val-de-Grâce. Mon cabinet Piafet, pas laisser le Premier ministre dans cet état de santé. Moi, plus de douleur, confortable comme pas possible, j'attends le communiqué. Et à table, ça fait rage, c'est dur. Je suis resté dans mon bain 1h03. 2 heures plus tard, les ennemis irréductibles ont désarmé. L'accord peut être conclu. Et dans le fait que Lafleur et Tjibaou ont finalement sorti ce communiqué qui a engagé des négociations qui ont été victorieuses. Mais on avait derrière nous l'accord sur l'essentiel. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un peu de... On ne peut pas lui faire ça. On se croit malade ou menacé, puis c'est lui. Voilà, là on a toute la qualité de conteur de Michel Rocard, mais aussi c'est l'une des forces de ce film des autres premiers ministres. Est-ce que c'est un tabou, Jacques Delors, la santé du Premier ministre quand on est membre d'un gouvernement ou du Président de la République? On en parle? Oui, on en parle. Quand on est au cabinet du Premier ministre, on sent que ça va moins bien un jour. Ça se chuchote, etc. Mais je vous dis, c'est un métier très difficile. Moi, en tant que citoyen, j'ai beaucoup de compréhension pour tous les premiers ministres, indépendamment de l'orientation politique, parce que c'est un métier vraiment très difficile. Passionnant, mais difficile. Vous en parliez
de la santé de... Non, on se pose la question de savoir étiez, s'il était nerveux, pas nerveux, de bonne humeur ou pas bonne humeur. Pour savoir à quelle sauce on allait être mangé, c'est ça? Oui, quand on passait dans le bureau du Premier ministre, quand j'étais au cabinet de Chirac, et que ça se passait mal, il était de mauvaise humeur. Et à ce moment-là, généralement, on passait son tour à un de ses camarades. Aquilino Morel, Lionel Jospin est resté 5 ans à Matignon. Comment il a tenu? D'abord, il était en pleine possession de ses moyens, il était de très bonne forme, il avait une activité physique régulière, il s'y a toujours trouvé le temps de taper dans la balle, de garder aussi de longues promenades dans Paris avec sa femme. Et puis, je crois qu'il était surtout prêt à exercer ses fonctions. Et il s'y est pleinement épanoui. D'ailleurs, le film montre bien que de ce point de vue-là, il y a des premiers ministres qui souffrent. C'est Michel Rocard qui dit c'était l'enfer. Et d'autres qui souffrent moins ou qui ne souffrent pas du tout. Et Lionel Jospin appartient à la catégorie des premiers ministres qui se sont épanouis au contact de cette machine extraordinaire qu'est Matignon, qui est quand même le centre du pouvoir politique et administratif en France, en particulier lorsqu'on est comme lui un Premier ministre de cohabitation. C'est-à-dire qu'on a sa propre légitimité issue des élections. Et peut-être plus la maîtrise du temps aussi. On revient à un thème qu'on a bien abordé. Car il était à peu près assuré d'aller jusqu'au bout de son mandat. Enfin, on imagine mal le président Chirac recommencer une dissolution. Donc, sauf accident extraordinaire, il était assuré de cette durée. Il a dès le départ cherché à déployer l'action de son gouvernement dans cette durée. Et il a passé l'époque, quelle que soit la cruauté du 21 avril 2002, il a quand même passé la période de Matignon de manière très, je pense, puissante, cohérente, sereine. Il a fini son mandat de Premier ministre avec une appréciation bonne de l'opinion publique. Et donc je crois qu'en tant qu'homme et en tant que Premier ministre, cette période a été une période forte et heureuse pour lui. Thierry Saucet, on est confronté depuis des semaines, des mois, à une sciatique persistante du Premier ministre, de François Fillon. En termes de communication, quand est-ce qu'on décide d'en parler ou de ne pas en parler ? D'abord, je crois que ça n'a pas perturbé le fonctionnement du Premier ministre par rapport à ses responsabilités. Et donc, il faut parler des choses à partir de l'instant où ça pose un problème structurel. Et puis, à un moment donné, on voit bien comment se déplace le Premier ministre, on voit bien que c'est difficile. On n'a pas envie d'alimenter une rumeur de plus, quoi. On imagine bien qu'il y a toujours un média qui va dire « Oh là là, et qu'est-ce qui se passe entre le Président et le Premier ministre ?» À ce moment, il faut mieux dire... Voilà, qu'il a un pépin que des tas de Français connaissent, un truc terrible d'ailleurs pour Mais on fait aussi de la politique quand on parle de la santé d'un Premier ministre. Oui, je crois, parce que regardez, on entend même des choses formidables. On dirait il somatise ou c'est parce que sa vie est impossible. Enfin, si on disait ça des millions de Français qui ont connu une sciatique dans leur vie, ce serait un peu curieux. Mais donc, comme c'est un métier terriblement exposé. Et comme au fond les médias veulent toujours avoir une explication plus originale, si je peux me permettre, qu'éventuellement que la simple réalité, du coup on est effectivement obligé de gérer ça. Ces hommes et cette femme, d'ailleurs on le voit bien dans les films, c'est une chose extraordinaire, sont incarnés. Hein, et ils incarnent quelque chose. On voit bien comment ils parlent. Hein. Et on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas exercer une fonction comme celle-là si on ne s'incarne pas. Et la communication, au fond, l'un de ses défis, c'est de savoir comment on peut poursuivre cette incarnation. Voilà, comment au travers de supports de communication, de produits même de communication, on peut prolonger, je veux dire, ce qu'on voit là dans tous ces films. Merci Thierry Saucet, merci Aquilino Morel. On va maintenant se projeter un petit peu dans l'avenir, parler de l'avenir du Premier ministre, peut-être grâce à un dernier extrait de cette série documentaire. On va tenter de répondre à cette question. Faut-il garder le Premier ministre ou basculer dans un régime présidentiel à l'américaine? Juppé, Balladur, Fillon, Villepin et Édith Cresson se répondent. Extrait choisi, on est dans le 4e film, Le Vestibule, chapitre Demain. Faut-il un Premier ministre ? Après tout, on pourrait imaginer que le président de la République s'occupe lui-même du gouvernement et mette en marche la politique qu'il a définie avec le parti pour l'avenir de la France. On pourrait l'imaginer. Je pense toutefois que la fonction de Premier ministre n'est peut-être pas inutile. Si le général de Gaulle l'a souhaité, c'est justement parce que, sachant que la France est très difficile à gouverner, il a senti qu'il fallait une sorte de fusible entre le président de la République et le peuple. Certainement. En 1958,
C'est un régime hybride, mi-parlementaire, mi-présidentiel, qui est inventé par Michel Debré, le premier Premier ministre, et de Gaulle. Avec 2 têtes au pouvoir exécutif et un président qui change de statut, élu depuis 1962 au suffrage universel. Puis son mandat se raccourcit, passant de 7 à 5 ans, comme celui des députés. Le risque de cohabitation s'amoindrit, le rythme du pouvoir s'accélère. Je pense que le quinquennat va apporter des évolutions toutes naturelles, et on y est d'ailleurs. Et je pense qu'à la longue, le président de la République va devoir assurer plus fortement le leadership intérieur, comme il assure le leadership extérieur et international. Et ceci va conduire le Premier ministre, non pas à mon avis à disparaître, parce qu'on aura toujours besoin d'abord d'un fusible, et ensuite d'un animateur du travail gouvernemental, que le président ne peut pas faire vraisemblablement en direct, mais ce sera, justement, il portera son nom, Premier ministre, le premier des ministres, mais simplement le premier des ministres, pour coordonner les choses. C'est un peu comme ça que je vois l'évolution. Sous l'égide d'Édouard Balladur, s'opère une réforme des institutions. Au-delà des modifications votées en 2008, quel serait son horizon? Vers quel chemin engagerait-elle la France? Il faut qu'on sache désormais clairement qui a le pouvoir, en toutes circonstances. Soit le président, soit le Premier ministre. Et moi, je pense que les choses étant ce qu'elles sont, il vaudrait mieux que le pouvoir fût clairement confié au président de la République, mais qu'en contrepartie, les pouvoirs du Parlement soient considérablement augmentés dans toute une série de domaines, de contrôle de l'exécutif, de contrôle de la politique étrangère, comme aux États-Unis d'ailleurs. Le régime présidentiel américain. Devant le balcon de la Maison-Blanche, le Capitole. 2 puissances face à face, le président et le Parlement. Aucune ne peut renverser l'autre. Le trait d'union du Premier ministre a disparu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la France est un pays qui ne pourrait pas supporter la présidentialisation du régime. Parce que c'est un pays qui est, comment dirais-je, dont le mode de fonctionnement politique est trop violent, trop heurté, trop brutal. Et les adversaires de la présidentialisation disent la présidentialisation, c'est le risque d'avoir en permanence des majorités parlementaires opposées au président de la République et donc la paralysie de nos institutions. Je comprends cet argument, mais je n'arrive pas à l'accepter totalement parce que je n'arrive pas à accepter totalement l'idée que les Français seraient génétiquement incapables de faire fonctionner une démocratie normale. La France a besoin d'un exécutif double, tout simplement parce que le consensus national est faible. Quand vous avez un consensus fort, vous pouvez avoir un exécutif réduit à une tête. C'est le cas des États-Unis. Quand vous regardez le système britannique, c'est le cas également du Premier ministre britannique, dans un système certes monarchique, mais où il y a une tête, c'est celle du Premier ministre. Le cas de la France est tout à fait différent. Le consensus français est un consensus fragile. Il faut constamment s'y prendre à plusieurs pour essayer d'éviter que les choses ne dérapent. Pour cela, vous avez besoin d'être 2. Voilà, et pour nous éclairer sur cette question, Anne Levade, qui est professeure de droit public, qui a participé aux travaux préparatoires de 2 révisions de la Constitution de la Ve République, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On va reprendre la formulation de François Fillon à l'instant. La France peut-elle supporter le régime présidentiel? On va débattre de ça maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, supporter, je crois que tous les États peuvent supporter tous les régimes, évidemment. Je crois que c'est une question d'adaptation, de choix politique. Ce qui est certain, c'est que la Ve République est un régime original qui a été voulu comme tel, puisque nous avons une combinaison unique au monde, ou quasiment, parce que certains autres États s'en sont inspirés, mais le fonctionnement n'est pas le même. Combinaison unique au monde entre un vrai régime parlementaire, c'est-à-dire une possibilité de dissolution, un Premier ministre qui peut être renversé par les chambres, et un président de la République qui, a fortiori élu au suffrage universel direct depuis 1962, a une position particulière et des pouvoirs. Cet équilibre, dans l'ensemble, si on fait le bilan de 50 ans de pratique, a toujours bien fonctionné. Il a toujours bien fonctionné parce que, ça a été dit précédemment, les hommes ont souhaité que cela fonctionne bien, que le texte est suffisamment plastique pour que on ait pu se couler dans des circonstances extrêmement variées, et que... Alors qu'on avait dit au départ que cette Constitution était faite sur mesure pour le général de Gaulle, d'ailleurs. Oui, ce qui est une demi-erreur, parce qu'elle a été faite évidemment à un moment précis où sans doute
Cette alchimie particulière entre un modèle parlementaire et un président fort était souhaitable, mais que la preuve a été faite par la suite que c'était tout à fait adapté à d'autres chefs d'État. François Mitterrand n'était pas le plus ardent défenseur, loin s'en faut, du régime de 1958, et pour autant il n'a jamais imaginé, il a imaginé le réviser, il n'a jamais imaginé, lorsqu'il était président de la République, modifier dans son ensemble le régime et changer de République, par exemple. Jacques Delors, le quinquennat, ça change quoi? Tout d'abord, comme l'a très bien dit Madame, l'équilibre qui avait été trouvé dans ce dialogue entre le général de Gaulle et Michel Debré, en gros, correspondait très bien à l'idée que l'on pouvait avoir de la France et des Français, leur manière de se comporter et autres. Et cet équilibre, je l'ai toujours trouvé souhaitable. J'ai voté oui en 58 et 62 en tant que citoyen. Je me rappelle qu'en 1969-70 déjà, Georges Pompidou s'impatientait et avait l'idée de passer au quinquennat et d'utiliser davantage le référendum. Il a utilisé le référendum qui n'a pas été un grand succès. Les oui ont gagné, mais beaucoup d'abstention et autres. Il a abandonné l'autre idée. Et l'argument que l'on me donne pour le quinquennat, c'est, Monsieur Delors, les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. Je ne suis pas convaincu par cet argument. Et je crois que 7 ans pour un président de la République et un Premier ministre qui gouverne, avec les réformes qui viennent d'être adoptées, qui donnent au Parlement beaucoup plus de possibilités, je préfère ce système-là. Je ne le crois plus conforme à ce que sont les Français. Et pour ça que le quinquennat m'inquiète, d'autant plus quand on a à la tête de l'État un homme qui a le tempérament que vous savez. Et donc je m'inquiète même pour lui de cette concentration excessive. C'est pour ça que, pour ma part, j'ai toujours été hostile au quinquennat, alors qu'on me disait que j'étais pas moderne, que les événements allaient plus vite. Je pense que, et comme l'a dit très bien Monsieur Debré tout à l'heure, même avec la cohabitation, parce que la grande objection à ma thèse, c'est la cohabitation. Mais même pendant ces périodes-là, nous avons eu affaire à des hommes et à des femmes On n'a pas fait perdre du temps à la France dans les périodes de cohabitation? Non, parce que c'était des Français qui hésitaient devant la nécessaire adaptation aux mutations du monde. Nécessaire adaptation, ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre. Qu'est-ce que je dois conserver de mon tempérament national, de mes habitudes, de mes traditions? Qu'est-ce que je dois adapter pour demeurer une puissance qui compte? Ce problème-là, les Français ont constamment hésité, et c'est ce qui explique qu'ils votaient d'un côté pour la présidence de la République, puis d'un autre côté pour le Parlement. Donc il ne faut pas donner aux institutions des pouvoirs qu'elles n'ont pas. Dans le fond, ces 15 dernières années ont été marquées par les hésitations, compréhensibles d'ailleurs, des Français devant une situation bouleversante. Mais avec ce quinquennat, vous pensez que le Premier ministre a encore un avenir, puisque c'est la question qu'on évoque maintenant? Ça, je le pense de point de vue, parce que j'ai été fonctionnaire, que tout à l'heure, j'ai défendu le rôle de l'administration. Vous savez, un directeur général d'un ministère, pour parler vite, quand il fait une note à un ministre et qu'il lui revient avec non, pas d'accord ou bien, comme c'est le cas actuellement, ne lui revient pas, eh bien on est en train de tuer ce qui est quand même un des atouts de la France, son administration. C'est pourquoi il me semble qu'il faut qu'un Premier ministre demeure, et il faut qu'il tienne tête au petit baron de l'Élysée, et même parfois au président de la République, au nom d'une certaine pratique. Je dis le gouvernement des hommes et l'administration des choses, et comme vous l'avez très bien dit, c'est lui qui est face à l'opinion. C'est lui qui doit gérer les émotions, puisque le président de la République. Imaginez le président de la République en charge de tout cela. Donc je crois qu'il faut maintenir le Premier ministre. Jean-Louis Debré, je ne sais pas si le président du Conseil constitutionnel peut répondre à la question. Le Premier ministre a encore un avenir en France? Je vais d'abord répondre, parce que le professeur Levade m'en donne l'occasion. Qu'est-ce qu'ont voulu les constituants de 58 ? Ils n'ont pas voulu créer un régime parlementaire ou un régime présidentiel. Ça, ce sont des distinctions de professeurs. Ils ont voulu créer un régime qui rétablisse l'autorité de l'État et qui mette fin au dysfonctionnement qui avait marqué la 4e République et qui avait empêché à cette époque-là à des hommes d'État remarquables de pouvoir gouverner avec efficacité. Alors, première question, après 50 ans, est-ce qu'on y est arrivé? Oui. Deuxièmement, est-ce qu'il faut aujourd'hui adapter? Certainement, il y a des réformes. D'ailleurs, on en a fait 24 depuis le général de Gaulle. Est-ce que le Premier ministre est nécessaire? Alors, depuis Richelieu, et depuis la théorie du Principat
qui a été imaginé par Richelieu, on a toujours considéré en France, compte tenu du tempérament français, quels que soient les régimes, qu'il fallait, pour éviter de remettre sans arrêt en cause l'autorité de l'État, qu'il y ait un personnage, Premier ministre, principal ministre, qui puisse assurer les aléas de la conjoncture. Car on oublie quand même, peut-être un peu trop, que le président de la République a une fonction internationale. Il est l'interlocuteur en Europe et dans le monde d'un certain nombre de chefs de gouvernement et d'État qui, eux, durent très longtemps. Si nous avons un président de la République, parce qu'il y aura une grève au coin de la rue, parce qu'il y aura une inondation, voit son pouvoir remis en cause, il n'y aura plus d'autorité et de continuité de l'État. Par conséquent, le schéma qui a été imaginé en 1958 était un bon schéma. On a mis fin au dysfonctionnement de la 4e République et on a permis à des hommes d'État de gouverner, même s'ils n'avaient pas les mêmes opinions. Et par conséquent, je crois que cette architecture, elle doit être sauvegardée. En ce qui concerne le Parlement, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, dans sa fonction de contrôle, le Parlement a tous les moyens de contrôler l'exécutif et le législatif. Le problème, il est ailleurs. Il est, dans la rénovation de la procédure législative, car on a des procédures législatives qui datent de Mathusalem et qui ne sont plus adaptées. Et deuxièmement, il y a un vrai problème de l'absentéisme parlementaire. Une assemblée qui fonctionne avec une vingtaine de députés ne fonctionne pas et n'assume pas son rôle comme une assemblée qui fonctionne avec 400 députés ou 500 députés. Ça veut dire qu'on peut renforcer à Anne Levade les pouvoirs du Parlement. Si les députés ne viennent pas suffisamment nombreux, ça ne changera rien, c'est ça ? S'ils ne viennent pas suffisamment et s'ils ne les utilisent pas. Mais ça, c'est une évidence. Il y a déjà eu une réforme en ce sens en 1995. Et c'est vrai que si on faisait le bilan disposition par disposition, je ne suis pas sûre qu'il serait très positif. Je voulais peut-être juste prolonger deux points pour dire d'abord évidemment que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais pour combattre peut-être deux idées fausses qui me semblent circuler beaucoup. La première, c'est l'idée que le quinquennat conduirait mécaniquement à un effacement du Premier ministre. Je crois que la question de la durée des mandats et des fonctions n'a rien à voir avec l'existence ou l'absence d'un chef d'État et d'un chef de gouvernement. La preuve en est qu'on peut avoir des régimes présidentiels ou parlementaires dans lesquels il y a concordance de mandats ou au contraire discordance. Ça, c'est un choix de régime, il n'y a pas d'effacement mécanique, d'autant que rien n'empêcherait... C'est le style de Nicolas Sarkozy qui donne ce sentiment aujourd'hui. Mais comme souvent en début de mandat présidentiel, où on a un président de la République très offensif, c'est lui qui est élu, c'est lui qui choisit son Premier ministre, c'est lui qui, lorsqu'il n'a pas une majorité à la Chambre, dissout la Chambre pour avoir une majorité, et qui donc effectivement donne l'impulsion. Ce que j'ajouterais, c'est que, deuxième idée fausse, on a souvent tendance à penser que si l'on supprimait le Premier ministre et que l'on présidentialisait le régime, on aboutirait aussi, je n'aime pas beaucoup la formule, à responsabiliser le chef de l'État. Ce qui est une deuxième erreur. Pour la raison qu'évoquait Jean-Louis Debré tout à l'heure. Le chef de l'État incarne la continuité de l'État. Il n'y a donc aucune raison, aucun instrument qui permette à un chef d'État d'être renversé dans n'importe quel État. On parle parfois de l'impeachment à l'américaine. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas une responsabilité politique. Un chef d'État est là pour être en fonction de manière durable. Et donc, mettre en place un régime présidentiel ne conduirait pas à la possibilité de le mettre en cause. Reprenons l'histoire parlementaire française. Au début, il n'y avait pas de président du Conseil. Il y avait des ministres et progressivement, je crois que c'est à partir de Flandin, qu'est arrivée la nécessité. Alors d'abord, le président du Conseil a exercé des fonctions ministérielles et puis on s'est progressivement rendu compte que la fonction de coordination de l'action gouvernementale et de dialogue avec le Parlement nécessitait un personnage à temps plein. C'est comme ça qu'on est passé de rien à un président du Conseil avec des pouvoirs à aujourd'hui un Premier ministre. Allez, le dernier mot peut-être aux auteurs de ces 4 films documentaires que vous pourrez voir à partir de lundi prochain sur France 5, Raphaël Baquet, Philippe Colli. Vous vouliez
évoqué en conclusion la part d'irrationnel dans le régime français. Vous me l'avez demandé plusieurs fois, pourquoi vous voulez conclure là-dessus? Non, parce que moi je suis d'accord avec Jacques Delors et avec tout le monde. D'ailleurs, tout le monde est pour le maintien du Premier ministre. Et je trouve qu'effectivement, pour moi, d'après tout ce que j'ai vécu, et un peu en tant que metteur en scène, le problème, c'est les Français. Je vois très très mal les Français avec un homme seul pendant 10 ans. Parce que, quand même, les Anglais, il y en a un seul. Les Espagnols, il y en a un seul. Les Italiens, il y en a un seul. Nous, on est 2 à la tête de l'exécutif. Je pense que les Français sont fondamentalement un peuple divisé et que les divisions en France ont plus d'âpreté. Il n'y a pas ce sens du fair play qu'on trouve en Angleterre. Et donc, un homme seul qui gère le quotidien, qui gère la baisse du pouvoir d'achat, le chômage, seul pendant 10 ans, sans infusible, qu'aurait fait Jacques Chirac en mai 2005, après le non, s'il n'avait pas eu un Jean-Pierre Raffarin sous la main pour le démissionner? Raphaël Baquet, à vous le mot de la fin. Je crois que vous aviez une ambition assez forte avec Philippe Colly, c'était de faire un film qu'on pourra voir dans 20 ou 30 ans et qui n'aura pas pris une ride. On a vu ces films ensemble, on peut vous dire que c'est réussi. Vous allez pouvoir d'ailleurs dans quelques minutes, juste après cette émission, en discuter avec les téléspectateurs de France 5 sur le site france5.fr avec un chat. C'était quoi? C'était votre ambition, un film patrimonial, c'est ça? Oui, c'était ça, et de faire en sorte que chaque téléspectateur qui, au fond, a connu ces premiers ministres, puisqu'on les voit tous les soirs chez nous, hein, on les connaît, on les voit s'user physiquement, comme on le disait tout à l'heure, on les voit dans les difficultés, on les voit arriver triomphants, et on les voit repartir souvent déçus de n'avoir pu faire tout ce qu'ils s'étaient promis de réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse garder à la fois ces premiers ministres qu'on a tous connus en mémoire, et mieux comprendre aussi ce qui fait les limites au fond du pouvoir et la faiblesse des hommes face à la difficulté à changer le monde. Merci Raphaël, merci Philippe, merci Anne Levade, merci Jean-Louis Debré, merci Jacques Delors. L'Enfer de Matignon, donc série documentaire exceptionnelle, vous l'aurez compris, 4 films à découvrir tous les lundis à 20h35 sur France 5 à partir de la semaine prochaine. Pour en savoir plus, pour entendre par exemple les explications de Philippe sur ce projet qui lui a pris 2 ans et demi, c'est ça ? À peu près? Non. Un peu moins? Ça s'est étalé dans le temps, parce que, heureusement, on a fait des pauses, on s'est arrêté, ce qui nous a permis d'en avoir 12, et d'avoir également Dominique de Villepin et François Fillon. Mais pour moi, c'était 14-15 mois, ce qui est normal, il y a 4 films. Ce qui est déjà bien. Et bien justement, vous allez nous l'expliquer, là aussi sur le site france5.fr. Merci à Bernard Farou qui réalisait cette soirée événement, et merci à toutes les équipes de France 5 réunies autour de Patrice Grelet. Bonne soirée à tous. Allez, je résiste pas à l'envie de vous dire à samedi midi pour Medial Magazine quand même. Ciao.